Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Une édition assez particulière aujourd'hui parce qu'on est à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville dans la salle avec personne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était supposé faire des podcasts devant public, mais bon, COVID oblige, on n'a pas pu, mais on s'est organisé autrement. On est là, il y a juste une salle vide, mais puis on respecte les mesures sanitaires, mais c'est important pour moi de faire ces podcasts-là quand même. Puis merci du support de la salle, la Maison des Arts Desjardins, de m'encourager avec ce projet-là. Aujourd'hui, je reçois Christopher Curtis, que j'avais vraiment envie d'inviter parce qu'on travaille ensemble sur l'émission Pénélope. On fait un petit segment ensemble. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça me rendait bien nerveux quand on m'a appelé pour ça parce que moi, je suis un humoriste à la base, puis c'est un segment qui est plus journalistique finalement. On prend les mots-clics de l'actualité, puis on dit ce qui s'est passé finalement, comment les gens ont réagi et tout ça. Et moi, je veux dire, moi, je suis habitué à faire des jokes. Puis c'est difficile de prendre ton rythme au début parce que j'imagine, regarde, toi, t'es un humoriste. Yep. Tu veux être pris au sérieux. Tu veux que le monde sache que c'est pas juste des jokes que tu dis, que tu suis les nouvelles, que tu suis l'actualité. Mais en même temps, tu sais, ton bread and butter, c'est de l'humour. Ah, puis mon cerveau, il fonctionne comme ça aussi. Oui, moi, tu me donnes une nouvelle. On le voyait au début, genre, ouais. que tu sais, OK, tu disais, OK, ça fait 60 secondes, il me faut une joke, il me faut un autre joke, il me faut un autre. Tu sais, des fois, ça marche, des fois, c'est difficile de pogner ton rythme. J'allais la même chose au début, j'essayais d'écrire des jokes, puis de... Mais c'est ça, moi, je te connaissais pas, puis on a commencé à travailler ensemble là-dessus, puis j'ai vu qu'on avait bien des atomes crochus sur bien des points, qu'on pensait un petit peu pareil, puis justement, on incluait beaucoup nos opinions dans la manière dont on apportait l'actualité. On est beaucoup de droite, de politique très, de droite, très de droite. identitaire. Exactement. D'ailleurs, j'ai voté pour Marine Le Pen. Non. Non. Écoute, mais c'est ça, mais je voulais te parler, je voulais te rencontrer, qu'on jase un petit peu dans un autre contexte parce qu'on n'a pas vraiment le temps à l'émission, là, on interagit. On n'a pas le peu. chrono là, qui nous dit qui me fait paniquer. T'as su que mon parrain c'était Michel Goulet, on commence à se connaître un petit peu plus, ça t'a bien impressionné. Cool. Ouais, écoute, je le connais pas tant que ça, c'est ça qui est le pire, je le voyais pas souvent. Mais bref, c'est ça, je voulais te rencontrer, qu'on jase un petit peu plus, que je connaisse un peu plus ton parcours, d'où c'est que tu viens. Tu viens d'où, Christopher? Ben, on va le dire, t'es comme si ça paraissait pas, comme si je révélais une maladie, mais là, t'es anglophone. Bonjour, mon nom c'est Christopher Curtis et je suis anglophone. Mais tu viens d'où? T'as grandi où? À Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, Saint-Eustache. OK. Mon grand-père est né à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, mon grand-père anglophone. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on remonte vraiment dans le temps. Oui, remonte où tu veux. Après la Deuxième Guerre mondiale, dont il a participé dans la guerre, il était dans les forces armées canadiennes. Excuse-moi, il a fait quoi exactement? Il était dans un avion, puis genre un bombardier. Là, il faisait des missions de bombardement. Puis c'est lui qui faisait... c'est un opérateur de radio et il faisait la mitrailleuse. Puis il a fait une trentaine Il faisait la mitrailleuse? Oui. Il en parlait-tu? Non, jamais. OK, jamais. Il en a jamais parlé. Mon grand-père aussi était sur les... je pense qu'il était sur les bateaux. Je sais même pas vraiment parce qu'il en parlait pas, mais je pense qu'il était allé à Guadalcanal. Puis c'était quand même hardcore. Puis il était dans le Pacifique. Je sais pas trop. Il n'a jamais voulu en parler, mais quand il est décédé, on a découvert qu'il y avait des médailles de bravo puis tout ça. Il n'a jamais parlé de rien. Il voulait pas en parler. Fait que c'est quand même ils disent que du côté... Quand tu t'es battu du côté Pacifique, du côté genre contre l'Empire japonais, t'en parlais pas. C'était vraiment des combats difficiles. C'était déhumanisant. Tu faisais des choses que tu regrettais des deux bords. C'était vraiment une guerre atroce de ce côté-là. Du côté de mon grand-père, il était basé en Angleterre. En tout cas, après la guerre, il travaillait dans des égouts. Il avait peur des souris. Peux-tu croire qu'il il avait peur? Tu sais, un homme vraiment tough, mais je comprends. Souris, il crée son camp. À chaque fin de semaine, il prenait le train à Deux-Montagnes, puis à la main, il creusait la fondation pour une maison qu'il allait bâtir. Son frère Billy et lui ont bâti des maisons à Deux-Montagnes. Mon père a grandi là. Ma mère, elle vient de Ville d'Anjou. Sa famille a déménagé à Deux-Montagnes. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils m'ont eu. Mon grand frère, moi, ma petite sœur. Mon grand frère et ma petite sœur, Vincent et Laurence,
ont été baptisés à l'Église en français, l'Église catholique française. Moi, j'ai été baptisé à Christopher, à l'école ou à l'Église catholique anglophone. Okay. C'est weird. Eux autres, all over the place, dans le fond. Oui, eux autres, leur première langue, c'est le français. Moi, c'est l'anglais. Okay. J'ai été à l'école en anglais, ils ont été à l'école en français. C'est weird. C'est comme un genre une expérimentation. Une expérimentation. Oui, qui a comme, de mon côté, qui a mal tourné, là, mais on va se le dire. Mais non, c'était cool. J'ai grandi un peu dans les deux langues. Je n'arrachais en français, je sais pas pourquoi. Mais... Qui était vraiment un produit, là, le melting pot du Québec. Là, tu représentes toute l'histoire du Québec en une seule personne. C'est comme si Pierre Elliott Trudeau avait dit genre à mes parents, OK, vous faites partie du grand projet canadien. Il faut créer le Canadien parfait. Soyez parfait, s'il vous plaît, vous représentez. Non, ils n'ont pas réussi à créer le Canadien. Hey, mais pour en revenir à ton grand-père, il a fait la guerre, puis il a construit sa maison tout seul. Ça, c'était des messieurs. Là. Nous, on n'est pas des messieurs. J'écoute ça, je suis comme, puis mon grand-père, du côté de ma mère, qui est décédé il y a 2 semaines, lui... Mes sympathies. Merci. C'était vraiment un super... Ah ouais, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Lui, il avait été il avait eu la tuberculose à 16 ans ou à 15 ans. Sa sœur aussi avait eu la tuberculose. Alors, ils ont été envoyés dans un sanitarium dans les Laurentides. Puis, ils voyaient du monde mourir presque à chaque jour. Tu sais, c'est vraiment dans le temps. C'était comme une peine de mort, avoir la tuberculose. Les 2 ont survécu. Sa sœur a failli mourir. Puis lui, tu sais, pour donner un peu le contexte historique, lui était, tu sais, il venait de l'Est, il venait de coudon, stade olympique, c'était quartier. Hochelaga Maisonneuve. Le stade olympique n'était pas bâti dans les années 20-30, mais lui avait été envoyé au sanitarium. C'était le seul qui pouvait parler l'anglais et le français. Okay. C'est un francophone. Mais les docteurs, c'était tous des anglophones. Alors, il faisait la traduction pour les patients. Et en observant les docteurs, il s'est dit, je vais devenir médecin. Puis, c'est ça qu'il a fait avec sa vie. Tu sais, pour moi, c'est tellement impressionnant, un homme qui vient vraiment d'un background assez humble, de se ramasser dans une situation de vie ou de mort. Et de s'en servir pour améliorer son sort dans la vie. Et en même temps, je ne sais pas, il y a de quoi de vraiment... Il y a de quoi d'impressionnant là-dedans, parce qu'aussi, il était comme... C'était un laitier, un milkman. Okay. C'était un laitier. Quand il a marié ma grand-mère, il s'est présenté dans son truck de laitier, qui n'avait pas de break. Puis c'est vraiment... ils se sont ramassés à Deux-Montagnes parce qu'il avait besoin d'un médecin. Puis c'est lui qui m'a... quand je suis né, c'est lui qui était là. C'était lui le médecin. Je pense qu'il a aidé quelque chose comme entre 5 et 7 000 femmes à accoucher. Vraiment un super de bon monsieur. Mais un dude qui se laissait pas... qui se laissait pas plier sur les pieds non plus. Fait un de ses patients avait fait une figurine en bois de lui en train de donner le doigt d'honneur. Fait que après sa mort, j'ai eu ça de tatoué sur moi. Ça. Très cool. Ouais, je sais pas si on le voit à caméra, mais cool, parfait. Ouais, parfait. J'adore ça. Ça me faisait tout le temps rire. Puis après qu'il soit mort, ma mère m'a donné ce statut-là. Puis c'était comme... très hot. Mais émouvant. Ça, tu sais, je sais pas pourquoi nous, je vais le dire les Occidentaux, là, je sais pas si c'est at large vrai, mais les aînés, on n'a pas vraiment de respect, on les écoute pas, on les place dans des foyers, dans des usines à mort là, en ce moment, c'est épouvantable. Tandis que, je veux dire, chez les Autochtones, c'est vraiment important, les aînés. Je sais pas pourquoi nous... Parce que quand tu écoutes ces histoires-là, quand tu écoutes les histoires de tes grands-parents, c'est toutes des blockbusters d'Hollywood. C'est des vies incroyables. Tandis que nos vies à nous autres, là, ça ferait peut-être des films d'auteur un peu moyens. Speak for yourself. Okay, ma vie est impressionnante. Non, je comprends. Non, je comprends ce que je veux dire. C'est des histoires, c'est plus grand que nature. Tu t'es-tu rapproché un petit peu plus de lui vers la fin? Dans les derniers... tu sais, on était tout le temps proches, mais c'est vraiment vers la fin que j'ai réalisé à quel point on avait des choses en commun. Je passais beaucoup de temps avec. Puis c'est vraiment... C'est un personnage plus grand que nature,
Puis des fois, je pense que mes cousins le traitaient un peu comme ça. Tu sais, t'as tellement de respect pour cet homme-là. Puis moi, j'y tirais la pipe beaucoup, je le niaisais, puis je disais comme quand t'es mort, je vais voler tes choses. Puis tu sais, comme il aimait ça être un des boys aussi. Puis il y avait de l'humour. Il y avait tellement d'humour, puis il était... Ouais, c'était un homme bien spécial, puis c'était... Il y a eu la mort avec la dignité, là, où il injecte, puis parce qu'il était vraiment en fin de vie, puis il est mort avec tellement de dignité, tu sais. Il a pu avoir tous ces enfants-là, il a pu comme tout nous parler un peu avant, il a vraiment pu quitter quitter comme il voulait quitter. Ouais, ça c'est cool. C'était vraiment beau, puis d'ailleurs, il vivait avec mon oncle, puis mon oncle a besoin de quelqu'un pour vivre avec. Alors, je vais déménager dans l'ancienne maison à mon grand-père pour vivre avec mon oncle. Puis ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'aller là-bas, puis dans le fond, de faire partie un peu plus de ma famille, parce que j'étais à Montréal pendant une vingtaine d'années. Alors, ça va être le fun. Fait que ta famille, c'est important pour toi. Je sais que, je pense que je sais pas si c'était des blagues que tu faisais sur les réseaux sociaux, mais qui, avant de quitter, je pense qu'il voulait voir Trump perdre. Oui, c'était pas une blague. Je veux dire, là, il veut pas céder sa place, Donald Trump, mais au moins, il a pu voir que vendredi, il est mort un vendredi. L'élection, c'était un mardi. Ouais, c'était un mardi. Puis vers vendredi, c'est vendredi que Biden a finalement... que c'est devenu comme une certitude qu'il allait gagner en Pennsylvanie, puis qu'il allait gagner. Ça fait que oui, c'était son dernier... Ah ouais. Son dernier cadeau. Je peux y aller. Ouais. All right, bye-bye. Ouais, il était content. Ça, c'est incroyable, tout ça, en fait. Hein? On en a parlé un peu à l'émission de Pénélope, mais on n'a pas eu le temps vraiment de développer là-dessus, puis on ne donne pas nécessairement nos opinions parce qu'on rapporte ce qui s'est dit, mais... j'ai glissé un mot là-dessus la semaine passée, mais c'est quoi la différence entre ça et un coup d'État rendu là? Parce que ce qu'ils essayent de faire en ce moment, c'est qu'il est trop stupide pour faire un coup d'État. Il est trop mal organisé pour faire un coup d'État, mais on vit dans une époque où on a des normes démocratiques puis on a des lois. Puis on pensait, on pensait, c'est comme quand tu... ça va être con comme exemple, mais quand tu entends l'histoire, admettons, de comme il y a une balayeuse, puis dans le livre d'instruction, c'est écrit comme OK, mets pas ton pénis dans la balayeuse. Puis c'est comme... Donald, il met son pénis dans Non, mais tout ça pour dire comme le monde qui ont fabriqué la balayeuse, ils se disaient... Non, il faut pas... C'est pas un règlement que je dois écrire. Personne ne ferait ça. Mais à un moment donné, quelqu'un a fait ça, puis ils ont actionné la compagnie. Puis là, la compagnie, il faut qu'ils disent « fais-le pas ». Ou peut-être l'exemple un peu plus familial ou un peu plus family-friendly, ça serait, tu sais, au McDo, genre, t'as la tasse de café. Attention, le café est chaud. Tu sais, ça me semble être évident, mais... Quelqu'un s'est brûlé avec le café, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'avertissement, ils ont gagné cause. Et là, à chaque fois qu'on a un café, il faut que ça soit écrit « Attention, le café est chaud ». Je pense que c'est la même chose avec la démocratie américaine. On ne pensait pas qu'il y avait des lois qui devaient dire « Hey, si t'es président, peut-être fais pas n'importe quoi sur tes adversaires politiques, ou peut-être donne pas des jobs à tes enfants, ou profites-en pas économiquement, ou sers-toi pas de la présidence pour t'enrichir. » Mais là, la seule chose qui est sortie de ça qui est bon, c'est que ça a révélé toutes les faiblesses qui existent, non seulement dans la démocratie américaine, mais dans la démocratie. Et j'espère que... En tout cas, excuse-moi, c'est un gros speech. Vote pour moi. Je me présente pour la mairie 2021. C'est fou. Il undermine la démocratie en ce moment, qui n'est pas une démocratie parfaite, on s'entend là. Une démocratie à deux partis, c'est quand même assez ridicule. Je pense que c'est Colin Quinn qui faisait une joke de, on dit le système américain, c'est le meilleur système de démocratie au monde. OK, c'est quoi le pire? La dictature. OK, fait qu'on a un choix de plus que le pire système. C'est pas nécessairement incroyable, mais
Mais ouais, je lisais, puis bon, je sais que c'est pas incomparable qu'il faut faire là, parce que on atteint, c'est le point de Godwin qu'on appelle avec les nazis, mais tu sais, c'est ça la stratégie souvent de dictateur, c'est de dire ok, la démocratie ne fonctionne pas en ce moment, faites-moi confiance, moi je m'en charge, puis tout ça, fait que c'est fucked up là quand même. Mais c'est de déhumaniser tes ennemis, puis de dire ok, on peut pas les faire confiance. C'est non seulement, regarde, tous les faits les complots QAnon que Trump dénonce pas. Tu sais, le complot qui dirait que les démocrates, c'est des... Tu sais pas ça, toi, c'est vrai, ça. Tout ça. Moi, j'ai des amis qui m'ont arrivé avec ça, du monde intelligent, là. Ouais. Puis je suis comme, oh mon Dieu, fait que c'est fort à ce point-là. Oui. C'est incroyable. Puis ça pour eux, c'est que les QAnon ou whatever, mais les démocrates, c'est des pédophiles. Pédosataniques. C'est satanique. Puis c'est quelque chose qui est aussi vieux que le temps de dire que tes ennemis blessent des enfants ou que c'est des satanistes. Ou de faire ça, de déhumaniser tes ennemis à ce point-là, puis de dire que la vérité n'est pas la vérité. Dans le temps d'Hitler, il appelait les journalistes Lügenpresse, the Lügenpresse, ce qui veut dire les médias menteurs. Ah ouais. Ça ressemble à fake news en maudit. Oui, mais tu sais, quand tu commences à mouler la réalité pour tes intérêts. Pour tes intérêts, puis quand tu commences à regarder vers le passé, puis dire non, j'ai jamais dit ça, mais il y a amplement de preuves que tu l'as dit, ça devient vraiment épeurant parce que tu le sais que le monde, le côté rationnel de leur cerveau disent oui, je le sais, Trump a dit que Mexique allait payer pour le mur. Mais en fin de compte, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. Où ils vont comme réinventer ce qui s'est passé dans le passé parce que le côté rationnel de leur cerveau perd tout le temps contre le côté irrationnel. Moi-même, je suis victime de ça tout le temps. Tu vois mon fil Twitter, je dis des conneries. Je me pogne avec les réseaux sociaux, man. Ouais. Hey, ça, je voulais t'en parler, justement. Je voulais t'en parler plus tard, mais t'en parler là, vu que t'en parles. Ouais, t'es assez... des fois, t'es une brute sur Twitter. Moi, ça me divertit beaucoup en passant Christopher. J'adore ça. Non, tu m'as dit une couple de fois comme, hey, c'est correct. Non, c'est sur une affaire. C'était par rapport au FLQ, je pense. C'était sur le documentaire de FLQ, mais c'est parce que je venais de le voir, puis j'avais invité son réalisateur, puis on en avait jasé pas mal. Fait que je comprenais, mettons... Je comprenais que pour lui, c'était comme un film personnel puis qu'il voulait rétablir certains faits, mais c'est sûr qu'au passage, je veux dire, c'est quelqu'un qui est proche de son sujet, fait que ça sera pas parfait non plus, mais tout film, à un moment donné, c'est ta réalité, c'est ta vision des choses, ça peut pas être toujours parfait. Je veux dire, il a été objectif du mieux qu'il pouvait. Puis j'ai trouvé que c'est un très bon film, c'est bien fait. Je veux vraiment. C'est vraiment, je pense que c'est disponible partout. Maintenant, c'est sur l'ONF. Ils font tellement des beaux films. Ouais. Mais tu sais, ça replaçait aussi à l'époque, c'était quoi le contexte de l'époque. On était ailleurs complètement, puis ça excuse pas des gestes violents, mais ça les explique un peu. Ça les explique, oui. Mettons, ça donne un contexte. Puis tu sais, moi, je pensais que dans ma tête, les événements, c'était autre chose. Là. Pour moi, dans ma tête, les événements, le FLQ, il y avait un couteau entre les dents puis ils tiraient de la mitraillette. Mais au final, c'était des gars qui voulaient faire des gestes puis qui ont été maladroits dans un enchaînement d'événements qui est très malheureux au final. Puis Oui, mais tu sais, quand on dit que les fins justifient les moyens, c'est toujours... on embarque souvent dans une piste dangereuse. Mais je dirais que, regarde, il y a une couple de choses là-dedans. Ce qui me blesse, c'était de voir des élus comme faire le point. La récupération de ça est malaisante. Je pense même le frère à M. Rose avait dit... Regarde, si on l'aurait pas kidnappé, il serait pas mort. Oui, lui assume ça. On a pris des actions qui ont mené à la mort de quelqu'un qui vraiment, à part d'être un élu, avait rien à voir dans le conflit. C'est un père de famille. Puis je dis ça parce que d'un autre côté, puis je dirais pas comment, là, mais j'ai un ami, que c'est un ami au petit-fils de Pierre Laporte. Puis c'est difficile de voir ça. C'est difficile de voir parce que, tu sais, il faut différencier, OK, la personne qui a tiré la balle, puis la personne qui était à côté de la personne qui a tiré la balle. Dans ce cas-là, c'est qu'il a été étranglé. Mais... Ouais, ça, c'est... Ils disent que c'est un accident. Ben, il y a plusieurs versions, tu sais. Je trouve que la version de Francis Simard,
c'est probablement la plus logique. Puis j'ai pas trop compris pourquoi les Roses avaient une autre version qui était un accident, une espèce d'échauffourée qui là, par la chaîne, ils l'ont étranglé, mais sans faire exprès. Francis Simard a dit carrément, il essayait de se sauver, il saignait, au lieu de l'amener à l'hôpital. On peut pas vraiment aller là, on va se faire pogner, on l'achève. C'est hardcore, là, on s'entend, mais ça fait du sens. Puis en même temps, je peux comprendre que c'est pas ça qui était voulu, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu assumes aussi. T'sais. Absolument. Puis c'est que ce qui est... C'est ça qui est venu me déranger, c'est qu'un être humain est mort. Mais en même temps, on vit tellement, malheureusement, sans nuance. Comme le passé, it's messy. C'est jamais clean. C'est difficile à des fois, on se rend compte des histoires. Un tel, c'est un bon, un tel, c'est un méchant. C'est très complexe. Ça, là, cette histoire c'est probablement la plus complexe qu'il n'y a pas, parce qu'après ça, on a su que, Pierre Laporte, il y avait des affaires avec la mafia. Il y avait un micro dans son cercueil. C'était comme, il était suivi, puis il était écouté. Qu'est-ce qui est advenu de ça, je ne sais pas trop, là, en fait. Mais de tous les bords, tous les côtés, il y avait du sang sur les mains, entre guillemets. Oui, mais tu peux dire les actions qu'ils ont prises ont mené à la mort de quelqu'un. C'est sérieux. Puis, tu sais, de faire le point, puis de célébrer, puis genre de prendre le football, puis de le spiker. C'est comme, quelqu'un est mort, là. C'est pas... C'est que tu regardes ça du côté du gouvernement libéral, que tu regardes ça du côté des felkistes, c'est délicat. C'est un échec. C'est un échec. Ouais. La démocratie, c'est un échec de la démocratie, puis c'est un échec d'une action politique. Puis je compare ça un peu à la situation en Irlande du Nord, à Belfast, à whatever. J'avais lu un livre qui s'appelle Say Nothing. Puis je le recommande, c'est vraiment le livre le plus vraiment profond sur le côté humain d'un conflit. De l'IRA? De la IRA, puis en même temps, du monde qui ont subi de la violence de la IRA. Et ce qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est il y avait un contexte historique. Oui, les Québécois n'étaient pas maîtres chez eux. Il y avait certainement... Tu avais avantage à être né... en connaissant l'anglais, tu étais comme d'une classe à part, souvent, si tu es anglophone. Puis tu étais d'une espèce de sous-classe si tu étais francophone. Et les changements qui nécessitaient dans les années 60-70, ils ne se produisaient pas assez rapidement. Puis tu comprends que quelqu'un peut être radicalisé quand tu manques de dignité dans ton propre pays. Je le comprends parce que tout ce combat-là duquel on parle, on l'a vu avant, on l'a vu en Irlande du Nord, on le voit dans les communautés autochtones qui vont bloquer un chemin ferroviaire. Puis souvent, tu vas voir la même personne qui va dire « Ah, Pierre Laporte, yes sir », ils vont dire « Hey, ils ne devraient pas bloquer des chemins. » Mais ils n'ont pas tué personne, ils ont bloqué un chemin ferroviaire. Je comprends que c'est pas... C'est un espèce d'inconvénient, mais il faut comprendre en même temps que ça se passe dans un plus gros contexte. Alors, peut-être que ce que j'ai mal dit dans le temps, sur les réseaux sociaux. Écoute, Twitter, 140 caractères. 280 à cette heure. Même 280, c'est jamais assez. Si tu me connais comme journaliste, j'ai jamais rencontré 3000 mots que j'ai pas aimé écrire. J'aime ça, les gros textes. Alors, 280 caractères, c'est limitant un peu, mais ce que je dirais, c'est que je me suis comme mal exprimé là-dessus. J'ai pas assez donné de nuances, mais que je suis très sympathique, puis que je suis très solidaire avec le combat pour, premièrement, pour préserver la langue et la culture française. On peut se débattre, ça veut dire quoi la culture exactement. D'avoir une dignité pour les travailleurs, d'avoir une dignité pour le monde qui sont nés ici, puis que leurs parents sont nés ici, mais en même temps que tout cela enlève pas de la dignité aux nouveaux arrivants, puis en même temps que tout cela enlève pas de la dignité à du monde qui nous ressemble pas. Ben moi, j'avais compris ce que tu voulais dire. Je pense que c'est vraiment la récupération politique de tout ça qui te faisait chier. Puis je le comprends tout à fait. Sauf que fallait pas que ça, au passage, ça dénigre ce film-là qui, pour moi, est bon, mais que je comprends aussi que quelqu'un peut écouter ça puis faire comme « Hey, je le savais pas qu'on était autant méprisé. » qui a fait le film. Ouais. Puis regarde, je peux pas... Puis la dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est que
c'est quand même quelque chose de vivre avec la violence ou de vivre avec le fait que même si tu te sentais justifié, même si tu te dis cette personne-là, il fallait qu'elle meure. Tu es un être humain. Ouais. Puis vivre avec ces actions-là, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose de lourd. Ça doit être quelque chose qui a été lourd sur la famille pendant... Ils vont toujours être associés avec cet événement-là. Puis oui, ça va probablement leur aller chercher un peu de solidarité, mais en même temps, c'est divisant aussi. Là, certaines personnes regardent la famille Rose puis ils voient juste des bandits. Fait que c'est difficile d'avoir ça dans ton sang, d'avoir ça dans ton identité. Mais je pense que lui, c'est ça. Son but, c'était de réhabiliter beaucoup. Mais tu sais, en même temps... Si je le voyais aujourd'hui, je dirais que je suis très... j'ai beaucoup d'empathie envers ce qu'il doit avoir vécu. J'ai aucune manière de comprendre comment c'était, mais que... Ben, c'est un bon point de départ parce que de son film parce que finalement, lui, il l'a pas connu en tant que militant. En tant que militant, il était dans les syndicats et tout ça, mais il l'a pas connu en tant que militant violent, entre guillemets. Son père était très doux, très, très gentil, puis ça, fait qu'il se demandait comment ça. Fait que là, il est allé voir dans les archives, dans l'histoire, puis tout ça, puis il a compris le contexte, puis il a compris comment son père en était arrivé là. Mais je trouve que ça explique bien cette situation-là, parce que c'est pas ces gens-là n'ont pas continué à poser des bombes après ça, puis à tuer des gens. Là. On s'entend que c'était pas... ils n'ont pas sorti de prison en ayant un nouveau projet là, de foutre le bordel. Fait que c'est un beau document historique, ne serait-ce que pour les archives qui sont incroyables. Là. Il a dépoussiéré des affaires, il a trouvé des trucs dans sa famille, puis tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je te le conseille. Je vais l'écouter. Mais je comprends. La récupération politique, écoute, surtout du côté des... là, je vais dire les souverainistes, mais je me considère souverainiste, mais je m'associe pas à ce genre de pensée-là. Mais il y en a beaucoup ces temps-ci. Puis j'étais très vocal là-dessus sur les réseaux sociaux. On en parlait tantôt. Il y a eu l'affaire du racisme systémique là, de Paul Saint-Pierre Plamondon avec... En fait, ça a commencé avec Jean-François Lisée, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ça a commencé avec Jean-François Lisée, qui est sur la petite capsule avec Maïté Labrec-Saganache. Puis c'est parti. T'as embarqué là-dedans, toi. T'as embarqué... Oui, j'ai embarqué là-dedans. Mais ça, c'est comme l'affaire, c'est le sujet le plus hot en ce moment au Québec. Dire racisme systémique, ben de la misère. C'est bizarre parce que je pense qu'on s'entend pas mal tous sur le fait que on a des gros avantages à être né blanc puis à être né comme dans la majorité. Mais ça soulève la question inconfortable, la plus inconfortable du Québec, je crois, qui est... on peut, à la fois, avoir été victime d'injustice et on peut, à la fois, perpétuer une injustice. Et pour certains, je pense que c'est trop difficile à accepter cette complexité-là. Puis moi, je dis pas... Puis à chaque fois que j'essaie d'insérer cette complexité-là, souvent en français, ma deuxième langue, souvent pas super habile, en 280 caractères sur Twitter, ce que j'essaie de dire, c'est que tu sais, que je dise que le racisme systémique existe, c'est pas comme hyper controversé. Il y a plusieurs études là-dessus, il y a plusieurs commissions qui ont établi cette réalité-là. C'est pas il y a 20 ans, c'est très récent. Rapport Vien. Rapport Vien qui est sorti l'année passée. De dire ça, ça veut pas automatiquement dire que je suis meilleur ami avec Justin Trudeau, que je suis un gros fédéraliste méchant. Ma vision du Canada est très compliquée. Je me considère à la fois comme très sympathique avec la souveraineté, puis très sympathique avec n'importe quel mouvement indépendantiste ou souverainiste, parce que, tu sais, ma job, c'est en gros de travailler dans les communautés autochtones, avec des communautés autochtones. Puis si, tu sais, c'est... T'es pour l'émancipation des peuples en général. Oui, absolument. Puis le mouvement souverainiste a commencé comme ça aussi. Il y avait une solidarité avec ce qui se passait en Palestine. Il y avait une solidarité avec ce qui se passait en Irlande du Nord, avec les Black Panthers. Ouais. Puis on dirait que, tu sais, avec... Puis je dis pas que chaque baby boomer est comme ça. Mon père, mon père, comme dans la soixantaine,
est venu beaucoup à la gauche. Mon père est devenu très bon ami avec Roméo Saganache, le père de Maïté. Ah ouais. Oui, c'est mon père, puis Roméo, son chum. Puis, cool. Roméo, c'est un gars, il était avec la NPD, il est vraiment de gauche. Puis, mon père il s'est comme rééduqué là-dessus. Puis fait que je veux pas dire comme chaque baby boomer, mais les baby boomers nous ont amenés en quelque part, nous ont aidés avec le conflit des droits civils dans les années 60. Tout à fait. Les manifestations contre la guerre du Vietnam. Mais il y a aussi, après plusieurs échecs du système, ils se sont dit comme le système marche plus. Fuck it, on va faire de l'argent, on va voter pour Ronald Reagan, pour Brian Mulroney. Fait que tu sais, il y a eu un genre de shift vers le mouvement conservateur. Ouais, puis on s'est replié vers une espèce d'individualisme. Oui, ouais. et ce qui est bizarre, on peut pas... Au Québec, c'est difficile de simplifier la politique à gauche, droite, parce que plusieurs positions de la PQ en ce moment, ou du PQ, c'est des positions de gauche. Mm-hmm. Certaines positions, je dirais, c'est des positions identitaires de droite. Ouais. C'est difficile de tout rectifier ça. Alors, c'est important aussi de faire la distinction entre le Parti québécois qui a été... Le Québec qu'on connaît aujourd'hui, en grande partie, a été bâti par le Parti québécois, que ce soit les garderies abordables, que ce soit la nationalisation de toutes sortes d'industries. Notre qualité de vie, on la doit beaucoup au Parti québécois, puis j'en suis reconnaissant. Mm-hmm. Mais on a comme perdu notre chemin aussi, puis il y a un petit glissement. Ça l'explique, je pense, la création de Québec solidaire, puis sa montée en popularité. Puis ça l'explique aussi la création du Coalition Avenir Québec et sa montée en popularité. C'est que j'imagine qu'en quelque part, le PQ, oui, c'est un mouvement de gauche, mais c'était aussi ce qu'on dirait en anglais un big tent party. Ouais. Il y a plusieurs idées contradictoires qui peuvent exister. Une fois que le projet de la souveraineté a comme échoué en 1995, tu vois que ça commence les tensions sont plus capables de rester à l'intérieur du même parti. Puis... C'est sûr que quand ils ont commencé à gérer le parti pour être élu et non pour un projet de société, en fait, qui inclut tout le monde puis qui est émancipateur, quand on a shifté vers, c'est ça, l'électoralisme, le jeu politique, c'est là que ça a commencé à déraper, aussi, selon moi. Tu peux pas changer le monde si t'es pas au pouvoir. Fait que je comprends l'idée des compromis, mais à un moment donné, tu te dis... Wow, on est rendu loin de la mission de base. Fait que je pour pas nécessairement entrer dans l'affaire du mot haine. Oui, il y a eu ça aussi. Ma vision dans tout ça, c'est que, regarde, on parle de la professeure à l'Université d'Ottawa qui a dit le mot en anglais. Mm-hmm. Et ça blesse. Et de l'autre côté, il y a du monde qui l'ont doxé, qui ont mis son identité sur l'Internet, ou son adresse sur l'Internet. Elle a vraiment reçu des deux côtés, beaucoup de haine. C'est pas cool. Mais tu sais, il est possible de dire que l'Université d'Ottawa a mal géré la crise, mais dis pas le mot. Ouais. Quand je te dis le mot haine, là, on sait quel mot de qui je parle. Puis je pense pas que je viens tout... je mets des petits gants blancs. Là, écoute, on a tellement tout eu dans notre vie. Est-ce qu'on peut peut-être juste leur donner ce petit compromis? OK, on va plus dire le mot parce que nos amis, nos frères et sœurs de la communauté noire veulent plus l'entendre. Mais ça, je trouve que c'est comme un peu la preuve que... En tout cas, je ne vais pas trop généraliser, mais souvent... Pour moi, ça indique que tu n'as pas d'amis noirs quand tu ne savais pas ça. Ouais. Sérieusement. Moi, j'en ai. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà cité, mettons, je citais un humoriste américain qui, à un moment donné, a un N-word dans son acte. Puis mes amis font comme... Non. Puis là, je suis comme, mais non, mais je cite. Je veux dire, c'est pas moi qui dis ça. Puis on fait comme, je comprends, gars, moi, je suis ton ami. Je fais juste te dire, fais pas ça. Parce que ça se peut que tu tombes à main sur quelqu'un qui est pas ton ami. Il sera pas content. Moi, je te le dis en tant qu'ami. Fais juste pas dire ça. Puis moi, j'ai fait comme, je dirais plus ça. Je veux dire, c'est réglé dans ma tête. Pourquoi je blesserais mon ami? Exact. Je tiens pas à dire ça tant que ça. Puis si tu me dis que
ça te fait friser les oreilles quand je le dis, même dans un autre contexte, je vais arrêter de le dire. Mais ça, moi, c'est parce que j'ai des amis qui me l'ont dit. Mais si tu tombes des nues quand on t'apprend que peu importe le contexte, il ne faut pas dire ça. C'est vraiment... C'était la... C'est même, tu sais, des personnes intelligentes. Patrick Lagacé, c'est quelqu'un d'intelligent. Je veux dire, Patrick Lagacé, c'est un collègue à toi. Bon ami, puis c'est un gars qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière, puis on s'est pogné un peu là-dessus. Puis ça me blesse parce que je veux pas le blesser, je veux pas rien dire contre Patrick, mais ça te met dans une position difficile parce que tu n'as tellement pas la même vue. Ou, on est parce que Patrick, il reconnaît le racisme. Puis Patrick, puis il a même changé son avis. Ben oui, c'est ça. Un humoriste que je connais, le Renzel Dashington, qui l'a appelé, puis il a tout expliqué ça. Puis là, Pat a fait comme OK. Il a parlé avec Émilie Nicolas. Ce que j'admire tellement de Patrick, c'est sa capacité de dire j'étais tort, j'avais tort, j'ai fait une erreur. Puis on gagnerait tout un peu plus à avoir cet instinct-là de se dire OK, je vais réexaminer ce que j'avais à dire. Puis, tu sais, dans l'affaire Les Roses, tu m'as parlé, j'ai revu mes propos, j'ai dit non, j'ai été trop loin, ou je me suis mal exprimé, ou il faut mettre plus de contexte, plus de nuances. Puis je l'apprécie. Les deux, on a été élevés un peu catholiques. Ouais. T'as décelé ça de moi. Il faut, tu sais, là-dedans, il y a ce qu'on dirait en anglais, c'est the Catholic guilt. Culpabilité automatique. Pour moi, c'est comme, n'importe quelle opportunité pour me battre dessus un peu, me taper dessus. All right, yes. Merci Jésus. Mais ouais, c'est Jésus, toi, qui te flagelle dans ce temps-là. C'est carrément. Ça, il est en arrière avec un fouet. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Puis je pense pas qu'on ait sa bonne voie à essayer de régler ça sur les réseaux sociaux, par médias. Speak for yourself. Moi, je vais continuer d'essayer de le faire. Tu réussiras pas. Chris. Non, mais je me dis tout le temps, arrête, je le ferai plus. Puis non, mais je comprends. Je comprends parce que des fois, honnêtement, il y a des affaires, il y a des trucs enrichissants qui peuvent sortir de ça. Des fois, il y a des échanges intéressants, mais c'est dur de pas y aller pour la carotide là, quand tu es sur les réseaux sociaux. Puis quelqu'un, tu sais, on parlait de racisme systémique tantôt, puis c'est sûr que toi, je veux dire, toi, tu prends position sur tout ce qui est, mettons, souveraineté. C'est sûr qu'on t'attaque tout de suite sur le fait que t'es style anglais, le machin, puis tout ça. Puis c'est sûr que toi, à un moment donné, tu fais comme OK, guys, là, j'essaie de vous faire avoir un point, puis vous me le prouvez à chaque fois. Là, ça oui, puis non. Comme en bout de ligne, je suis un Anglais blanc en Amérique du Nord, je vais être correct. Non, mais je suis pas marginalisé. Mais ça blesse parce que... C'est parce que ça n'a pas rapport, tu sais. Oui, ça n'a pas rapport. Puis je le reconnais souvent, puis je fais des efforts pour comme voir comment ce que je dis pourrait être perçu parce que je suis anglophone. Mais ce qui est décevant, c'est que ou des fois quelqu'un va me dire « Ouais, mais c'est du racisme anti-québécois. » Comme « OK, tu viens de prouver mon point. » en qualifiant Québécois comme race, on s'entend que tu veux dire « OK, si t'es blanc, si t'es chrétien mais laïque, si t'es... OK, là, tu peux être Québécois. » Ça, c'est Québécois. Mais si tu l'es pas, puis... Toi, t'es pas Québécois. Je le sais que je suis Québécois. J'ai pas besoin de demander permission à personne, mais souvent, je pense que la première blessure, elle est là. Pour les anglophones, c'est comme, ils veulent faire partie de la famille. Il y a bien des Québécois qui vont dire, comme José Legault, elle avait fait un... Ben oui, tu avais écrit un texte là-dessus, sur FPJQ. Elle avait dit de quoi, comme quoi les... Ouais, mais tu sais, dans le fond, elle mettait les Anglais du reste du Canada et les anglophones au Québec dans le même panier. C'est exactement comme en Ontario. Mais non, on n'est pas ontarien, on vient d'ici. Nos parents viennent d'ici. Puis souvent, ils vont me dire « Ouais, mais tes ancêtres ont fait... » Mes ancêtres sont venus ici dans les années 1940 ou dans les années 1920, de la Terre-Neuve, avant même que la Terre-Neuve fasse partie du Canada. On n'est pas un monolithe. On habite ici et on est resté ici. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on veut faire partie de cette société et on veut contribuer. On veut vivre en français et en anglais. Mais il y a des trous de cul dans la communauté anglophone. Il y en a tellement. Puis il y en a beaucoup qui ont des chroniques où ils ont une émission de radio. Il y en a beaucoup qui ont une plateforme puis qui s'en servent d'une manière abusive. Mais la grande majorité d'entre nous, toutes mes amis d'enfance, soit que ça vient d'un mariage où maman est francophone et papa est anglophone ou vice-versa, ou que,
oui, ils sont 100% anglophones, mais ils ont joué au hockey avec des francophones, ils ont appris la langue, ils vivent dans un genre de Fringlish, dans un genre de franglais. Ouais. Puis pour nous, on veut être considérés comme tout le monde. Puis quand on se sent un peu qu'on fait pas partie de la famille, ouais. Oui, ça devient très émotif. Comme je vois de 0 à 100. Ouais, je comprends ça. Je devrais pas parce que ma vie est vraiment facile en général. Je comprends pas ça de certains souverainistes puis tout ça, de cette manière-là de voir l'anglophone. Parce que, tu sais, moi, tous les amis anglophones que je connais, là, qui parlent aussi français, là, bien souvent, ils voient une richesse là-dedans. Ils restent ici parce que c'est comme, il y a deux cultures principales, il y a plusieurs communautés. Puis ça, il y a une richesse. Ils iraient à Toronto, sinon, tu sais. Oui, Jay Baruchel a fait ça. Mais c'est tanné. Oui, Jay, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime aussi. C'est un bon dude. Mais c'est tanné. Je sais pas trop. En fait, j'ai aucune idée de ça. Non, mais ça devient que je pense qu'il y a beaucoup de travail à Toronto. Quand tu es un humoriste ou un anglophone, il y a plus de travail à Toronto. Mais en quelque part, je pense, j'ai parlé de ce qu'il avait dit, puis il a dit que c'est pas la question français-anglais, c'est la question identitaire. Puis je comprends, c'est lourd. Comme des fois, je dis rien parce que on sait ce que je pense là-dessus. Je peux pas contribuer au débat. Je veux pas m'engueuler avec quelqu'un. Tu penses que c'est surfait, toi, les deux solitudes? Non, je pense que c'est réel. C'est moins loin que c'était. Il y a quand même... La loi 21, c'est un bon exemple. Je pense que la tradition anglophone de voir la liberté religieuse, c'est je veux pas que l'État interfère avec ma religion. Puis l'interprétation francophone, française de la liberté ou la séparation de l'État puis la religion, c'est je veux pas que la religion se mêle dans mon État. C'est vraiment deux grosses interprétations différentes. Je pense pas qu'on va trouver nécessairement un gros front commun là-dessus, mais c'est difficile. Mais je trouve que l'interprétation de la laïcité dans les dernières années, je la trouve complètement... en fait, je la trouve... C'est esthétique, c'est dans l'apparence. Puis pour moi, c'est un peu farfelu. C'est pas parce que quelqu'un porte un voile qui est en train de m'imposer ses valeurs religieuses. Puis l'inverse aussi. Tu peux pas avoir rien puis m'imposer certaines valeurs religieuses. On a eu bien des profs qui ont imposé des valeurs puis ils portaient rien. Là. Supracato, j'en ai plein en moi. Là. Puis il y a personne qui portait de croix ou de soutane. Là, mais ça démontre aussi que je pense que ce monde-là ne connaisse pas beaucoup de monde qui porte le voile. Puis, c'est de nier cette capacité de quelqu'un d'être capable d'enseigner d'une manière neutre, mais quand même de faire leur pratique religieuse en même temps. Je pense c'est d'infantiliser cette personne-là. De dire que toutes les femmes musulmanes sont forcées à mettre le voile, c'est de simplifier le débat. Puis de là à dire, OK, vu qu'ils sont forcés à mettre le voile, on va la forcer à ne pas le mettre. Mais tu te sers de la même violence colonialiste ou paternaliste contre eux que tu revendiques. C'est quand même fascinant, ça, par exemple. Tu vois des gens qui n'ont pas d'amis nécessairement dans ces communautés-là, ne connaissent pas vraiment. Il y a 2-3 recherches Internet, puis moi, je suis un spécialiste. Tout d'un coup, je vais vous expliquer pourquoi... moi, j'ai lu des essais complets sur le voile, puis c'était pas clair que ça venait d'où, pourquoi, comment, puis qu'est-ce que ça faisait. Fait que je trouve ça fascinant qu'il y a des chroniqueurs, eux autres, ils ont tout capté en 4 secondes, puis ils vont venir nous expliquer. Quelqu'un veut avoir une certaine modestie. Ils veulent être modestes. Ouais. Ils veulent qu'on ne voit pas certaines parties de leur corps. Je parle pas de toute la face. Parlons du hijab, puis ça, c'est un autre débat, on peut l'avoir, mais parlons du hijab, parce que c'est pas un débat sur le kippa, c'est pas un débat sur le crucifix. Le crucifix, ça peut se mettre en dessous du chandail. Le kippa, je vois pas énormément de personnes qui demandent cette dérogation-là à la loi d'être capable de porter leur kippa en enseignant. On parle ici d'une loi qui affecterait presque à 90% des femmes musulmanes. On parle d'un débat sur des femmes musulmanes qui est mené dans le Journal de Montréal, dans les médias, whatever, par des hommes blancs. Puis on en parle, on peut avoir 2 millions d'articles là-dessus, puis on voit presque jamais ces femmes-là citées, ou on dirait qu'on est tout simplement capable de voir cette femme-là
comme étant une musulmane, puis pas comme étant une enseignante, pas comme étant une citoyenne, pas comme étant une mère, un parent, quelqu'un qui veut les mêmes choses pour ses enfants que tu veux pour ton fils. Puis c'est énormément déhumanisant, puis ça réduit quelqu'un à une chose de leur identité. Puis je comprends que tu peux prendre ces mêmes arguments-là puis dire ouais, mais pourquoi pas juste enlever le voile avant d'enseigner? Fait que oui, je pense pas qu'on va résoudre. Je sais pas pourquoi qu'on focus là-dessus depuis des années. C'est tellement pas l'affaire la plus urgente en ce moment au Québec. Ça parle d'un malaise aussi. Regarde, la société change. Oui, éventuellement, les Blancs en Amérique du Nord vont pas être à 90%. T'sais, déjà aux États-Unis, je pense que c'est comme 50%. Ouais. On voit on voit que éventuellement, on va pas être par défaut le peuple en pouvoir. On va pas avoir tout le pouvoir. Puis ça peut être... Puis surtout au Québec, où les francophones ont vraiment juste eu une genre d'autodétermination ou une genre, maître chez nous. Ça a vraiment juste commencé dans les années 60-70. Ils l'ont pas eu pendant comme 4 millions d'années le pouvoir. Fait que je comprends que c'est de soudainement voir son poids politique s'alléger un peu. Je comprends que ça peut te causer un peu avoir des réactions extrêmes, mais c'est une réaction extrême. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je comprends pas qu'un peuple, justement, là, qui veut son autodétermination, puis qui son identité est importante, puis tout ça, ne pas comprendre les autres identités, puis pas être capable de convaincre aussi. Tu sais, moi, je t'en parlais avant, mais moi, j'ai des amis de différentes communautés qui sont comme, hey, moi, là, honnêtement, là, je serais souverainiste, là. C'est juste que, fuck, vous m'incluez pas là-dedans, vous me parlez pas bien, puis des fois, vous discriminez carrément ma communauté. Fait comment tu veux que je me sens inclus dans ce projet-là? C'est pas juste moi personnellement qui va dire non, fais-moi confiance, on va t'inclure là-dedans. Quand la majorité n'a pas l'air bien down avec ça. Fait que je pense que ce serait assez facile au final de convaincre des communautés marginalisées de faire un autre projet de société que ce qu'on a en ce moment. Mais on va se partir un parti. Puis... non, moi je peux pas. Mais toi, t'es déjà bien occupé, là. Tu t'es parti ta plateforme. Oui. J'ai envie qu'on en parle un peu. The Rover, c'est un gros move, man. Moi, ça m'a impressionné. En fait, ça m'a ému comme move parce que c'est une grosse affaire. Là. Toi, tu avais un job à The Gazette. Oui. T'étais payé, tu avais un salaire. J'avais un très bon salaire. Un très bon salaire. Dans l'univers des médias, c'est super volatile en ce moment. Ça va pas nécessairement super bien. Toi, tu as décidé de... bye, puis partir fuck it, puis partir ta propre affaire. C'est quoi ça, The Rover? The Rover? Je voulais être capable de faire du journalisme comme je voulais le faire. Je voulais être capable de me déplacer dans des communautés où il n'y a pas nécessairement du journalisme local dédié à ces communautés-là ou à ces enjeux-là. Est-ce que tu parles strictement de communautés autochtones ou je parle peu de importe? toutes sortes. Je vais commencer à faire un peu plus de travail sur les communautés immigrantes, réfugiés. Mais je parle vraiment parce que le but puis la raison pourquoi je suis rentré en journalisme, à part du fait que je suis terrible en maths puis que j'étais vraiment pas super bon en construction non plus, la raison pourquoi je suis rentré en journalisme, c'est que tu veux en quelque part aider le monde qui ne se sente pas représenté ou qui ne se sente pas entendu. Il y avait eu quelqu'un dans la presse, avec P.A. Normandin, c'est un éditeur à la presse, je l'ai convaincu à m'aider à faire de la pub sur The Rover. Fait que ils ont écrit un article dessus, puis c'était vraiment un article touchant, mais je pense que la une était « Donner une voix aux communautés autochtones ». Puis c'est pas que les communautés autochtones n'ont pas une voix, c'est que les communautés autochtones ont une plateforme. Ou c'est qu'on n'écoute pas. Il y a ça aussi. Puis c'est plus être à l'écoute. Fait que le projet, durant la pandémie, on a tout comme pris 2-3 minutes pour réévaluer notre vie et faire du pain et toutes sortes de, de cuisine, whatever. Mais je m'étais dit, moi j'ai commencé en journalisme un peu plus tard. J'avais drop out de McGill, j'avais pas été accepté à Concordia. Tu faisais quoi à McGill?
J'ai étudié en histoire. Ah ouais, OK, que je savais pas. Ah, cool. C'était cool, mais j'étais pas... C'était pas pour toi. Je buvais beaucoup dans le temps, puis c'était pas vraiment la meilleure. Ça me rendait pas un très bon étudiant. Mais, fait que j'ai slacké l'école, j'ai essayé d'entrer... T'as-tu slacké l'alcool? Oui. C'est une blague. Ouais, non, c'est correct. J'ai commencé à travailler en construction pendant un bout, puis j'aimais ça, c'était une bonne job, ça payait bien. Mais tu sais, tu réalises aussi que c'est quoi une vraie job? C'est quoi vraiment... Non, mais c'est une vraie... Comme je considère pas ce que je fais en ce moment c'est une vraie job, mais c'est pas... Pour moi, j'aime tellement ça, je considère pas ça une job. Mais... tu sais, je travaillais avec du monde que c'était ça leur vie. Ça allait être ça leur vie pendant 20-30 ans. Puis c'est un bon salaire, mais c'est du travail physiquement très difficile, mentalement très difficile. Tu te sens comme si tu n'avais pas énormément de respect. Je parlerais du monde, je dirais quelque chose à un party avec du monde éduqué, whatever. Tu es en construction, ouais, 3-4 personnes autour d'une pelle. Non, on travaillait comme des fucking... On travaillait beaucoup, on travaillait fort. Tu sais, des journées de 16-18 heures des fois, puis... Tu sais, tu travailles avec un gars qui vendait de la dope pour les Hells, puis sérieusement, genre, puis il a fallu, tu sais, il a fait de la prison. Tu travailles avec un autre dude qui s'est fait battre par son père quand il était jeune. Tu sais, tu travailles avec du monde que... Il y a bien du monde qui vont dans ça parce qu'ils veulent faire de la construction, mais il y a bien du monde qui vont dans ça parce qu'ils n'ont pas eu d'autre chance dans la vie, puis pour eux autres. Fait que tu te dis que j'ai eu cette expérience-là d'être entouré de ce monde-là, puis de savoir un peu c'est quoi ce monde-là, d'avoir peu de choix dans la vie. Fait que quand je suis retourné à l'université, je me suis dit, je ne vais jamais pas prendre ça au sérieux. C'était rendu ma mission dans la vie, ma religion, si tu veux, de devenir un bon journaliste. Tu as pris ton choix au sérieux, là. Oui, puis en plus, comme j'ai même pas rentré en journalisme. Ils m'ont pas accepté 2 fois. La deuxième fois qu'ils m'ont pas accepté, ma blonde, dans le temps, elle m'a dit d'appeler puis demander. Puis j'ai dit, what's up? Est-ce qu'il y a de quoi je peux faire pour améliorer mes chances? Ils ont dit, OK, par hasard, quelqu'un a drop out du programme. Tu peux rentrer, prendre sa place. J'ai pris sa place. J'ai jamais regardé vers l'arrière. Mais quand j'ai commencé à travailler comme stagiaire à The Gazette, pour moi, c'était plus un jeu. C'était pas comme, je pourrais faire ça. C'était vraiment la vie ou la mort pour moi. C'était vraiment, il fallait que je le fasse. Fait que je m'en souviens, la dernière fin de semaine que je travaillais comme stagiaire, tout l'été, j'avais demandé à ma boss de me laisser aller dans le territoire Atikamekw pour couvrir des blocus contre des chemins forestiers parce qu'il y avait des enjeux politiques là-dessus. Puis, tu sais, elle ne va pas laisser un stagiaire aller tu voulais courir de quoi de lourd? 6 heures en route pour... il n'y a aucune garantie que j'allais livrer la marchandise. Mm-hmm. Fait que j'ai dit la dernière fin de semaine, ils ne peuvent pas me renvoyer, c'est la dernière fin de semaine. OK. J'ai dit, regarde, sur ma fin de semaine, sur mes 2 journées de congé, je pars dans le Nord. Je te demande pas d'argent pour le gaz, je te demande pas de surtemps, ça sort de mes poches. Je vais aller à Wimontashi, je vais écrire un article ou je vais faire du journalisme, je vais revenir. Fait que je suis embarqué dans mon char, j'ai emprunté une tente de mon ami, j'ai acheté une coupe de caisse de bière pour quand je suis arrivé là parce que, je sais pas, whatever, j'avais un problème de boisson. On est loin, puis ça prend du réconfort. Fait que j'ai appelé mon ami du journal étudiant, qui est un photographe, Riley Sparks, puis on était embarqué dans le char, on était à la tuque, on a dépassé la tuque sur les chemins forestiers, whatever. Je me suis ramassé à côté d'un chemin de fer, en dehors de la réserve. On a mis notre tente, il a commencé à pleuvoir, il faisait tellement froid, fait qu'on a pris du gaz, on a fucking parti un feu. J'avais oublié d'amener des linges de recharge, fait que je me suis pointé à une réunion politique la prochaine journée en jean shorts coupés, en t-shirt genre death metal qui sentait le gaz. Puis c'est là que j'ai rencontré le ministre Jeff Kelly, puis c'était le ministre des Affaires autochtones dans le temps, puis il me dit tout le temps comme t'avais tellement de l'air fou. Puis, mais pour moi, je me suis dit récemment, si ce kid-là, genre de 25 ans, il me regardait aujourd'hui, en 2020, avant que j'ai fait la transition, quand j'étais encore à la Gazette, s'il me regardait un peu comme collecter un chèque de paye à chaque semaine, puis vraiment plus prendre de risques, plus être ce jeune fendant-là qui va faire des bêtises, puis qui va vraiment...
qui va vraiment comme souffrir pour son art. S'il me voyait presque 10 ans plus tard... Trop dans ses pantoufles. Oui. Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Puis je me suis dit, je serais déçu. Fait que fuck it. J'ai décidé... Ça, c'était ton premier papier, c'était ton premier gros papier à The Gazette? Non, mon premier gros papier à The Gazette, c'était sur... c'était une enquête sur le groupe Eclipse, qui est le groupe anti... c'est le groupe anti-gang. OK, moi, je me rappelle de ça. Ouais. Oui, on avait fait... j'avais fait des recherches, pas comme des recherches QAnon, des vraies recherches. J'avais fait une demande à l'accès d'information sur leurs statistiques d'arrestation. Puis, tu sais, ils se disaient, on a toute la baisse de crimes reliée avec la gang, c'est tout nous qu'on a fait ça. Puis j'ai regardé leurs statistiques d'arrestation pendant 4 ans, puis c'était tout genre possession simple de des petits trucs. Ouais, des petits trucs, possession simple, violation de conditions de probation, qui peut être quelque chose aussi simple que tu étais à l'extérieur après le coucher du soleil. Fait que 80% de leur arrestation, c'était pour des crimes non violents. Fait que c'était ça mon premier papier, ça m'a aidé à rentrer dans la Gazette. Puis ça m'a fait une couple d'ennemis dans la SPVM. Mais je les aime beaucoup, puis j'ai bien des amis là-bas aussi. Please don't arrest me. Mais d'ailleurs, je me suis fait arrêter une couple de fois sur la job. Anyways, si ce kid-là, genre, il me regardait aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier de moi? Probablement pas. Alors, j'ai parlé avec Ethan Cox, qui est à Ricochet Média. On a fait un deal où mon journalisme serait gratuit sur ce site web-là, ricochet.media. Yep. Et on met tous les liens en dessous. Anyway. Merci. En revanche, le monde peut s'abonner pour 12$ par mois à mon infolettre, ce qui est comme une chronique qui sort une fois par semaine. Et l'infolettre, dans le fond, finance le journalisme gratuit. Okay. Fait que tout le journalisme est gratuit. Les chroniques, il faut que tu payes. On a vraiment une bonne connexion. La mère de Penelope McQuaid, elle s'abonne. Ah ouais? Oui, récemment, elle était à l'hôpital, elle a eu une chirurgie, fait que j'ai envoyé un email comme « Merci France de ton support, j'espère que ça va bien. » Elle va mieux. Apparemment. Mais on a comme une petite communauté de 600 fait que t'es plus proche du monde, abonnés. Là, on a une connexion. Fait qu'on je me déplace beaucoup à Val-d'Or pour faire des enquêtes là-bas. Je fais beaucoup de journalisme en ce moment sur l'itinérance à Montréal. J'adore ça. C'est vraiment une aventure. Je travaille 7 jours par 7. Après que je parle avec toi, je vais finir un texte, l'envoyer à mon éditeur. Je pense que j'ai une réunion ce soir pour une autre chose. Mais tu dis plus non à rien. Là. Tu dis oui à tout. Ouais, quand t'es autonome complètement. Ouais, mais tu le sais, t'es un stand-up. Ouais, il faut prendre les opportunités. Fait que c'est du socio-financement finalement. Oui, puis non. Je dirais qu'ils payent pour un produit aussi. Comme ils reçoivent quelque chose. Non, mais tout à fait. C'est pas la générosité de leur cœur, mais oui, ils payent cher pour un 4 chroniques par mois. Ils payent plus cher qu'ils paieraient s'ils étaient abonnés à quelque chose d'autre, peut-être. C'est Netflix, ça t'amène beaucoup plus de contenu. Mais tu fais moins mais de je pense que les gens, tu sais, moi, il y a ça aussi dans ce podcast-là. Je suis sur Patreon, puis tout ça. Fait que, tu sais, les gens, ils comprennent ça maintenant. Ils comprennent que, OK, moi, j'aime ce que tu fais. Oui. C'est pas tant d'argent que ça pour moi. Je vais t'encourager dans ton truc, puis vas-y. Tu penses-tu que, je sais pas si ça va bien pour toi à ce niveau-là? Ça marche. Je peux vivre juste de ça. OK. Modestement. Comme je travaille 2 fois plus fort ou 1,5 fois plus fort qu'à la Gazette pour genre la moitié de l'argent. Ouais. Mais j'ai des contrats sur le côté que je fais pour du cash. On a l'émission avec Pénélope à chaque lundi. Je travaille avec Radio-Canada les jeudis matins à Rouyn-Noranda. Tu sais, je vis de ça, puis ça va bien, mais est-ce que d'autres journalistes peuvent vivre de ça? C'est difficile à dire. Moi, je peux faire ça parce que j'ai un certain profil puis j'ai un certain public. Tu sais, quelqu'un d'une communauté racisée ou qui a peut-être pas un gros profil ou quelqu'un qui rentre dans l'industrie, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres de prendre ce modèle-là. Fait que je règle pas la crise journalistique. Tu sais, peut-être que c'est en quelque part, ça nous présente avec des solutions alternatives. Puis en même temps, l'argent que le monde me donne, il y a un certain pourcentage qui va à des projets. On bâtit un budget pour des pigistes, puis on va payer du monde pour faire du journalisme. Puis, fait que c'est pas juste moi, mais de là à dire que c'est l'avenir du journalisme, non, j'ai juste
Ouais, je peux vivre là-dessus, mais comme 20 personnes ne pourraient pas vivre là-dessus. Ceci dit, allez vous abonner. On va mettre le lien en dessous de Rover. Mais ouais, parlons-en du milieu du journalisme en ce moment, qui c'est pas nécessairement les meilleures années. C'est pas les meilleures décennies. Non plus. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui sont comme... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, bon, avec toutes les affaires de fake news, de Donald Trump, puis la perte de confiance en les médias et tout ça, il y en a qui se disent, whatever, je vais aller m'informer sur les réseaux sociaux, les gens, ils peuvent s'informer là-dessus, se transmettre les informations, pourquoi on aurait besoin de journalistes, finalement? Allez, défends le journalisme. Non, regarde, je pense que c'est des sondages aux États-Unis qui ont été faits, mais le monde consomme plus de médias aujourd'hui qu'à vraiment n'importe quel temps dans l'histoire. Ouais. On est à l'apogée de la consommation des médias. Genre, on en dévore. Mais le monde a moins confiance dans les médias aujourd'hui qu'à... C'est weird, quand même. Oui. Qu'est-ce que ça te dit, genre, si on consomme quelque chose énormément et d'un côté, mais de l'autre, on se déteste un peu pour l'avoir consommé ou on le truste pas. Ça nous dit que, je crois en quelque part, que le modèle est brisé, mais aussi la manière de faire les choses, parfois, manque d'humanité. On accorde beaucoup de... Le modèle d'affaires du journalisme moyen en Amérique du Nord, c'est que je vais franciser une expression en anglais. On prend des nouilles de spaghettis mouillées, on les crisse sur le mur, on regarde qu'est-ce qui reste. C'est du contenu. Ouais. Puis il y a quelque part dans ton contenu que tu as mis sur le web aujourd'hui, il y a quelque chose qui va prendre feu. Puis... en quelque part, ça, tu sais, c'est la supply and demand, la demande et l'offre. Ouais. Si on a énormément de contenu, le contenu devient de moins en moins. C'est rien, là, c'est des chips. C'est de la nutrition, mais c'est pas vraiment de la nutrition. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs quotidiens, pour les pas le nommer, qui sont tombés dans l'espèce de truc du clickbait. Oui, tout ça, oui, que mais comme... on est tous un peu esclaves à ce modèle-là. Je comprends. Ce que je voulais faire le plus, ou ce que j'aimais faire, c'était des grands textes, puis des textes qui ont de l'humour, puis qui ont un peu de profondeur, puis qui ont du cœur, puis qui te font réfléchir, puis qui ont des personnages, puis que c'est plus une histoire avec du journalisme dedans, que, tu sais, comme c'est comme une genre de tu joues à un tour à quelqu'un, tu lui forces à apprendre sans vraiment que la personne veuille... La personne veut se divertir, puis en se divertissant, ils ont appris quelque chose. Oui, à travers l'histoire. Tu fais ça avec ton humour. Souvent, je sais que Louis T fait ça beaucoup avec son humour. On fait pas la promotion d'autres comédiens ici. Ça va s'arrêter là. Ouais, that's it. Mais je me demandais justement, toi, c'est qui tes idoles en journalisme? T'en as-tu? J'ai toujours eu l'impression, parce que toi, l'opinion est toujours, pas toujours dans tes textes nécessairement, mais la personne que t'es, t'as les opinions et tout ça. Mais ça prendrait pas un génie genre avec le journalisme, tu sais. Pardon? Ça fait-tu que le journalisme vous fait plus objectif? Tu sais, regarde, parce qu'il y a différents types de journalisme aussi. Oui, de faire semblant qu'on est objectif, on est être humain, puis c'est assez clair quand tu lis un texte, que ce soit dans la presse ou le Journal de Montréal ou sur CBC, qui ils ont cité en premier, quel angle ils ont pris, c'est quoi la une, ça te donne... Le biais, là, il est tout là. Ça prend pas un génie pour le savoir. On peut faire à semblant qu'on est objectif. Moi, ce qui est important, c'est d'être juste, c'est d'être fair. Fait que si tu es pour écrire un texte, admettons, sur les abus policiers à Val-d'Or, mais il faut mettre ça en contexte aussi. C'est pas qu'un policier s'est levé un matin et qu'il s'est dit « je veux battre quelqu'un » ou « je veux faire passer la pire journée de la vie de quelqu'un ». En quelque part, cette personne-là, on choisit, j'espère, on choisit cet emploi-là pour aider quelqu'un. Et je vais donner l'exemple j'écris un texte là-dessus en ce moment, on appelle ça des cures
géographique où quelqu'un est intoxiqué ou quelqu'un cause du trouble en ville, la police prenne cette personne-là à Val-d'Or, la crisse en arrière du char, ils vont la conduire 10, 15, 20 km à l'extérieur de la ville, il y a crisse dans un fossé, revient à pied. Ouais, j'ai vu ça. T'as mis ça. Oui, ça arrive. C'est arrivé. Le Starlight Tour, c'est ça? En anglais, c'est quelque chose qui s'est passé beaucoup dans l'Ouest canadien. Incroyable. Puis il y a plusieurs Autochtones qui en sont morts. Ah ouais? Oui. Carrément. Oui. OK, je savais pas ça. Neil Stonechild, c'est l'exemple comme parfait. Il faut comprendre aussi que à Val-d'Or, c'est arrivé dans un contexte très spécifique où les commerçants du centre-ville ont commencé à perdre de l'argent en 2008, 2010, 2012. Il y a eu beaucoup d'itinérance. Il y a beaucoup d'itinérance à Val-d'Or. Le monde ne savent pas ça, mais il y a beaucoup d'itinérance. La majorité des itinérants sont autochtones. Ouais. Alors, tu as de l'itinérance au centre-ville. Tu as des commerçants qui perdent de l'argent. Tu as de la pression politique pour nettoyer le centre-ville. Alors, c'est comme un peu dans ce contexte-là où les policiers se font dire « Ah ouais, nettoie. » Puis en quelque part, un policier qui est peut-être pas la meilleure personne ont pris la loi ou la justice dans leurs mains puis se sont dit « Ah, la personne ne va pas mourir. » Mais tu sais, il faut être juste. Il faut expliquer qu'il y a un plus gros contexte. Ce qui n'excuse pas aucunement un comportement c'est de la torture. Là. Les dictatures font ça. C'est un crime assez sérieux. C'est de la séquestration. C'est du kidnapping de faire ça à un autre être humain. Mais il faut aussi que je pense que quand tu expliques les choses clairement, puis quand le monde savent un peu c'est quoi mes billets, mais je veux être juste, puis je veux donner l'heure juste à l'autre côté. Et comme ça, le monde ne peut pas me rapprocher que je suis juste un cheerleader ou que je suis juste un militant. Puis tu sais, souvent le monde va me dire « Oh, t'es juste un militant. » Comme « OK, je suis un militant, mais reste que ce que j'ai écrit, c'est vrai. » Ouais, exact. OK, ça n'enlève pas de la vérité là, que tu ne sois pas d'accord avec les conclusions que le texte fait, mais je trouve ça extrêmement important que tu apportes des histoires comme ça parce que, tu sais, quand t'es arrivé toute l'affaire du Black Lives Matter, tu sais, aux États-Unis, George Floyd, puis tout ça, t'es comme, c'est aux États-Unis, il ne faut pas importer ça ici, ça n'a pas rapport, on n'a pas ça. Mais ce qui se passe à Val-d'Or avec les policiers, ce qui s'est passé, en fait, il y a plein de trucs épouvantables. Aussi, mais à cause du journalisme, à cause du tu sais, t'as un reportage choquant qui sort sur enquête, tu sais, ça a quand même... Tu sais, le journalisme a mené à la commission Vient. Ben oui. La commission Vient fait qu'on est rendu dans un débat sur l'existence du racisme systémique au Québec, mais tu sais, ça l'a mené à une enquête qui a révélé des comportements vraiment troublants du côté non seulement des policiers, mais comment les hôpitaux vont traiter des personnes autochtones, comment le système carcéral va traiter des personnes autochtones, comment... toutes les institutions gouvernementales vont traiter les peuples autochtones. Ça fait que je veux... Tu sais, dans 20, 30, 50 années, je veux pas regarder vers le passé puis dire il y avait un gros problème, puis j'ai choisi de rien faire. Ou j'ai choisi de dire c'est pas ma job, je suis neutre. Comme non, ma job, tu sais, c'est... Il y a un underdog, puis en quelque part... Il faut toujours essayer de prendre pour la personne qui se sent marginalisée. Puis il faut essayer de savoir comment on peut améliorer notre société. J'essaie un peu de faire ça. Je fais rien, là. Ma job, c'est pas si important que ça, mais je veux faire ma petite partie dans le grand combat pour aider le monde qui ont besoin d'aide ou pour trouver des solutions. Mais je trouve ça admirable ce que tu fais. Puis je trouve qu'il faut le souligner. Je comprends pas cette espèce de perte de confiance-là chez les journalistes parce que dans les dernières années, on a rarement sorti autant d'histoires importantes qui ont un impact direct là, sur le Québec. Qu'on parle de tout ce qui a été #MeToo, #moi aussi, la corruption au Québec, tout ça. Je veux dire, les journalistes sont... La commission Charbonneau, c'est l'histoire d'une société... démocratique comme le Québec, ça passe toujours par du journalisme qui fait changer des idées, qui aide à répandre un message. Puis ça m'a toujours intéressé. Puis pour retourner un peu dans les idoles que j'ai, David Simon,
qui a créé la série télévisée The Wire. J'adore David Simon. C'est basé sur deux choses. C'est vrai, c'est un journaliste. C'est un journaliste pour le Baltimore Sun. Yep. Puis il a passé 1 an avec les détectives en homicide ou des détectives en crime majeur dans des années où il y avait 300 homicides à Baltimore. Fait que ça, c'est une partie des enquêtes qu'il a faites comme journaliste. Un autre, c'est qu'il a passé 1 an dans une communauté à Baltimore où le crack puis l'héroïne avaient détruit la communauté. Fait qu'il a passé 1 an à juste mieux connaître le monde qui sont en situation de dépendance. Et j'ai lu ça, puis ça m'a touché, puis je me suis dit, shit, c'est ça que le journaliste peut être. Mm-hmm. Fait que j'ai juste voulu être comme ça, puis j'ai voulu mettre un côté humain sur des gros enjeux, des gros problèmes, puis de dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec la solution que certaines proposent, ou peut-être que, mais au moins reconnaissez qu'il y a un être humain sur l'autre côté du débat, où il y a un être humain qui est affecté par une décision qui se prend à Québec ou à Ottawa. Fait que c'est vraiment juste de donner à cette personne-là un peu de dignité, puis un peu de donner à son combat un peu de dignité. Mais je pense que, tu sais, c'est ça, la job, c'est de brasser la cage un peu. Puis David Simon, je sais qu'il se considère un peu comme un activiste à quelque part. Là. Lui, il se cache pas de ça. Bon, en même temps, il n'est plus journaliste. Non, là, il écrit des chroniques de temps en temps, okay, mais David Simon, il est rendu pas mal exclusivement à faire des scénariste puis à faire des scénarios. Allez voir ça, The Wire, si vous n'avez pas vu ça. C'est la meilleure série de tous les temps pour moi. C'est tellement réaliste, justement. Tu vois qu'il a vraiment été dans ce milieu-là. Puis c'est réaliste à un point où, tu sais, il y a c'est un milieu de drug dealer. Puis il y en a qui c'était carrément des drug dealers dans la vie. Il les a mis dans la série. C'est sûr qu'ils ont le bon slang. Là, c'est sûr qu'ils ont la bonne démarche, la bonne attitude. T'as-tu vu sa dernière série, The Plot Against America? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je veux le voir. C'est basé sur un roman... oui, je pense que c'est basé sur un roman. Mais en fait, ce qu'il voulait souligner, c'est qu'on n'est jamais bien loin du fascisme, là, avec la situation actuelle. C'est l'histoire, en fait, c'est comment il s'appelle lui qui a traversé l'Atlantique, le premier, comment il s'appelle? Le pilote. OK, ouais. Excuse-moi. Je pensais que c'était comme Christophe Colomb. Non. Oui, Charles Lindbergh. Ouais, c'est ça. Fait que America First. Puis, si lui, il avait voulu devenir président, parce que lui, il était très antisémite. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Oui. Très, très antisémite. Fait que si lui avait voulu devenir président, je pense qu'il voulait devenir président, mais il a finalement pas run. Il était central dans un mouvement politique qui s'appelait, ou genre leur slogan, c'était America First. OK, mais c'est ça. Il voulait pas aller à la Deuxième Guerre mondiale. Il voulait pas. C'était vraiment. Oui. Fait que c'est basé là-dessus s'il avait gagné. S'il avait voulu se présenter, je pense qu'il aurait pu parce que c'était... Si c'était présenté, s'il avait gagné. Fait que c'est ça, c'est hypothétique cette série-là. Fait que finalement, le racisme il embarque là-dedans, puis le fascisme, puis En fait, tu vois de quelle manière on peut bâtir un sentiment de haine pour un peuple. Là, on parle des Juifs dans ce cas-là, puis tu peux faire facilement le parallèle avec les musulmans ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment... C'est bien fait, cette série-là. David Simon, c'est un très, très grand writer, je trouve. Il est très... ce que j'aime beaucoup toujours le dialogue dans ses scénarios. J'aime beaucoup même dans ses textes journalistiques, il y a tout le temps du dialogue. Ah ouais. Pour moi, qu'est-ce que j'essaie de faire souvent, c'est de créer une scène en quelque part dans le texte où genre des personnes se parlent, puis t'as souvent, dans la manière que le monde interagisse, il y a beaucoup, ça en dit beaucoup sur leur personnalité. Tu sais, j'ai pas à expliquer X, Y, Z, ça s'explique un peu avec le dialogue. Tu peux mieux connaître, tu peux mieux imaginer cette personne-là. Puis ça m'a toujours fasciné du travail d'autres gens. Puis j'ai toujours voulu créer un journalisme qui est le fun à lire comme ça. Mais toi, t'as-tu ça en toi? Il me semble que je te verrais, là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, mettons, Hunter S. Thompson, puis ça, qui sont finalement devenus... Mais non, mais t'as-tu C'était un héros au début, genre. Ouais, mais il est quand même... non. Il est problématique, ça, à bien des niveaux aussi, là, mais... Oui. Mais t'as-tu ça en toi, genre, écrire une fiction, éventuellement? J'ai écrit un scénario qu'un agent est en train de regarder en ce moment. OK, en ce moment même, all right.
j'ai aussi des conversations avec une maison de publication sur un livre, mais ça serait un livre un peu un sur recueil? Le travail que je fais en ce moment. Ah, OK. Genre rencontrer ces histoires-là du From the Road. Mais non, j'aimerais vraiment ça. Le scénario, c'est c'est comme un peu la série Veep aux États-unis. Ouais. Qui est, j'adore. Les affaires Armando Iannucci, ça aussi. Au Canada, idole à moi oui, aussi. c'est comme, c'est ce genre d'une comédie d'erreur qui porte sur la politique. Des fois, la politique est tellement absurde que d'essayer de se moquer ou d'essayer genre de prendre ça au sérieux pour critiquer, ça marche pas. Ouais. Comme il a fait le film Death of Stalin, que je trouve un des meilleurs films que j'ai jamais. La mort de Staline. C'est très drôle. Très burlesque, mais oui, mais souvent finalement basé sur une certaine réalité. Mais oui, mais tu prends, comme pour moi, l'humour, le meilleur humour parle de notre faiblesse en tant qu'être humain, puis de notre vanité, puis de notre... puis c'est ça que j'ai essayé de faire un peu. Là-dessus, je parle avec un ami, on veut écrire de quoi, un genre de scénario ou une pièce de théâtre avec un Greek chorus. Je sais pas c'est quoi. Greek chorus? Dans les tragédies. Tragédie grecque? Tu sais, comme Antigone. OK. En anglais, on dirait un Greek chorus. Ils ont des narrateurs genre qui chantent. On voulait faire quelque chose comme ça, mais avec des lutteurs. Puis, je sais que tu es un amateur de lutte aussi. Fait que on voulait comme... Fait que oui, non, moi, j'embarque dans ce projet-là. Écrire, c'est comme tout le temps. Puis j'adore... j'en mange. Puis des fois, comme... C'est 7 jours sur 7, mais pendant que j'ai cette énergie-là, puis cette indépendance-là, puis avant que j'ai une hypothèque à payer, quelque chose qui n'arrivera jamais, mais il faut il faut écrire. Il faut écrire. Ouais. Mais moi, ce qui me fascine dans ton métier, puis c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais pour avoir rencontré des journalistes, j'ai donné des entrevues, puis tout ça, puis j'ai beaucoup d'amis journalistes. D'ailleurs, tu es très bon je pense que tu ferais le travail très bien. T'es bien smart. T'es bien fin. Mais c'est ça, pour avoir vu le métier, puis parler avec des amis, puis c'est un métier social, finalement. C'est vraiment rencontrer des gens, puis c'est créer des liens rapidement, créer une confiance rapidement pour aller chercher des informations. Absolument. C'est la job. Tu sais, c'est comme... on dit souvent d'une personne que c'est une personne extravertie ou introvertie. Puis en public, je parais comme une personne extravertie, mais je suis très gêné. J'ai de la misère à regarder du monde dans les yeux. Ouais. J'ai pas énormément de confiance en moi. Fait que quand je suis sur la job, dans ma tête, je joue le rôle d'un personnage. C'est moi. J'incarne moi-même. Non, je comprends. Genre la version de moi-même qui est très sociable, qui est très... qui a de l'humour, qui a du cœur, mais pour moi, comme je fais beaucoup de tragédies, je couvre beaucoup de, quelque chose où quelqu'un est mort ou quelqu'un a subi un traumatisme. Puis la manière de bâtir de la confiance, pour moi, c'est juste de toujours me pointer, puis d'écouter, puis d'avoir de l'humour. C'est super important d'avoir un sens de l'humour, puis d'être capable de rire de moi-même, puis d'être capable d'être honnête, puis de mettre mes cartes sur la table, puis de dire, regarde, l'histoire, je la vois comme ça en ce moment. Est-ce que je me trompe? Puis même des fois, avec les communautés autochtones ou des communautés marginalisées, c'est d'appeler la personne et de dire, regarde, je vais écrire ça, je vais te citer en disant ça. Est-ce que tu es cool avec ça? Parce que des fois, le monde ne réalise pas, genre, ils te font tellement confiance qu'ils oublient des fois de ne pas dire des choses qui pourraient leur blesser, qui pourraient leur mettre en danger. Fait que une grande partie de la job, des fois, c'est de retenir un bon coup. Oui, ça ferait mon article à pas près. Mais si j'insérais ce détail-là dans l'article, oui, je gagnerais pour cet article-là. Ça me ferait beaucoup de publicité. Mais je blesserais cette personne-là ou je la mettrais dans une situation inconfortable. Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu peux dormir le soir en faisant ça? Puis 2, est-ce que tu blesserais cette personne-là? Puis 3, si tu blesserais cette personne-là, est-ce qu'elle va te revenir dans l'avenir quand ils ont besoin de faire confiance à quelqu'un? Ça fait que c'est vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements qui rentrent là-dedans. J'ai fait bien des erreurs où, oui, sans que ça ait été mon intention, j'ai blessé quelqu'un ou j'ai mal représenté leur position ou tout ce que tu voudras. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir à quel point on a un pouvoir pour blesser puis pour faire
si on fait une erreur, ça peut vraiment, tu sais, c'est la mensonge ou l'erreur peut se répartir à travers le monde avant même que la vérité sorte. Ça fait que c'est un peu de reconnaître à quel point on peut... C'est un pouvoir. Oui. Ouais. Puis tu as besoin de tes contacts. C'est important, tu as besoin de la confiance des contacts. Oui. Si tout le monde t'haït puis personne ne veut te parler, c'est pas des super bons papiers. J'imagine que... Non, mais tu sais, comme je pourrais pas être... puis je veux pas trop le faire chier. I'm joking, I really do. Je pourrais pas être Richard Martineau puis aller faire du journalisme. Ouais. Parce que le monde, tout le monde a une opinion sur Richard Mais toi, Martineau. C'est quelque chose qui t'intéresse à faire de l'opinion? Mais je parle pas nécessairement comme Richard. Un peu, tu sais, mes chroniques, il y a de l'opinion là-dedans, mais juste faire ça, puis... Non, faire de l'opinion. Tu peux plus faire de journalisme après ça. Pas vraiment, mais j'avais fait application à The Gazette pour être un chroniqueur, mais j'aurais voulu être un chroniqueur qui fait du journalisme. Tu sais que je suis un peu un personnage dans une plus grosse histoire, puis mais un peu gonzo finalement. Oui. Ouais. Mais j'aime ce que je fais. J'aime trop ce que je fais pour switcher juste à l'opinion. Puis je trouve que c'est tellement... il y a beaucoup d'opinions. Il y a beaucoup, avec Twitter, avec Facebook. Non, mais même comme la stratégie un peu de Québécois, c'est on a tous les chroniqueurs, on a toutes les opinions. Puis le monde, des fois, ont besoin de moins d'opinions fortes. Puis ils ont juste besoin de quelqu'un pour comme, OK, on va ralentir puis on va regarder quelque chose ensemble. Puis j'aimerais mieux être cette personne-là que la personne qui est comme... assis sur son bureau en train de dire à tout le monde comment les choses devraient marcher, malgré le fait que je suis coupable de faire ça souvent. Non, je comprends, mais tu sais, quand tu rapportes des faits, quand tu rapportes ce que tu as vu sur le terrain, après ça, les gens, ils font leur opinion comme ils veulent. Tu sais, c'est beaucoup plus efficace pour moi que de dire tu devrais penser comme ça. OK, mais pourquoi? Ben, fais-moi confiance. Moi, c'est ça que je pense, puis je le pense en maudit. Puis j'avoue, il a l'air fâché, il doit être vrai. Mais toi, tu as besoin... Il porte un jab sur la télévision, le gars, il devrait, tu sais, c'est wow! Ou non, pas, il porte un niqab! Il est drôle! Ça, c'est épouvantable. Fuck you! Mais toi, t'écris beaucoup sur les communautés autochtones. Tu n'es pas autochtone. Tu as eu besoin d'avoir la confiance de ces communautés-là. Oui. Ça a-tu été long? Ça a-tu été difficile? Ou comment tu as réussi à avoir justement cette confiance-là puis aller dénicher des histoires que c'est pas tout le monde qui pourrait, là? C'est un travail... Tu sais, quand on brise la confiance, c'est tellement difficile à rétablir. Fait que c'est un travail constamment non seulement de bâtir la confiance, mais de la maintenir. Ça a commencé quand j'étais à l'université. J'ai commencé à faire... Je le savais que je m'intéressais à ces sujets-là. Alors, j'ai commencé à faire du bénévolat ou comme être stagiaire, mais gratuit, à un journal Mohawk, The Eastern Door. Ah oui, c'est vrai, oui. Sur la Rive-Sud. Puis ça a comme tout ouvert un nouveau monde parce que nous autres, quand on voit les Autochtones dans les médias, c'est parce qu'il y a un problème. Oui. Il y a une crise. Il y a quelque chose qui s'est passé. Fait que tu commences à te faire une idée de cette communauté-là, comme quoi qu'elle existe juste en situation constante de crise. Ouais. Mais quand tu y vas, c'est une communauté... c'est presque comme c'est presque comme un village dans les années 50, genre le monde joue à la balle, toute la communauté va se pointer, quelqu'un perd sa maison dans un feu, toute la communauté va mettre de l'argent dans un chapeau puis leur aider à se remettre sur leurs deux pieds. C'est une très belle communauté, puis j'avais jamais connu ça parce que je venais de l'extérieur. Fait que en travaillant à ce journal-là, j'ai réussi à faire un peu de contact puis à me faire des amis sur le sol. Puis là, quand tu te rends 10 ans plus tard, où j'en ai fait beaucoup des histoires positives, comme oui, c'est important d'être là durant une crise, mais c'est aussi important d'être là quand il y a un programme pour réapprendre la langue Mohawk. Tu sais, on parle au Québec de protéger la langue française, mais il reste 35 000 Mohawks sur la planète Terre. À peu près 4 000 d'entre eux peuvent parler la langue. Ça, c'est une crise. Oui, tout à fait. Là, c'est un héritage. Ce serait tragique là, qu'on perde ça. Oui, puis c'est tellement une belle langue. Fait que c'est d'aller à... J'ai été genre dans un cours où on apprenait le Mohawk à des adultes. Puis tu sais, tu parles à une mère de famille qui pleure parce qu'elle est tellement fière de retrouver cette chose que comme sa grand-mère pouvait parler.
puis genre, sa grand-mère est morte. Elle aurait voulu retourner dans le temple puis dire à sa grand-mère, « Regarde, j'ai appris notre langue. Regarde, j'ai cette connexion avec nos ancêtres qui sont ici, ça fait tellement longtemps. » Fait que c'est d'avoir de reporter sur des histoires comme ça qui donnent un peu, qui montrent la dignité puis l'humanité de ce monde-là qu'on connaît moins. Quand tu as cette crédibilité-là, tu peux entrer quand il y a une crise comme le blocus ferroviaire durant la crise Wet'suwet'en qu'on a vu en mars et à Ganawagi sur la rive sud. Moi, j'ai vu des chroniques de Denise Bombardier, je pense de Richard Martineau aussi, peut-être que je me trompe, d'Utrisac, je pense, a embarqué là-dessus aussi. Ils ont décrit une communauté où c'était comme Mad Max, tu sais, le monde avec des AK-47, puis la loi, c'est le plus fort. Ils décrivaient une communauté tout à fait fictive. Tu es en train de me dire qu'ils n'étaient pas sur le terrain, eux autres? Non. Ben exactement. Voyons donc. Qu'est-ce que tu nous dis là, Chris? Mais c'est tellement frustrant parce que ça blesse. Ben oui, c'est ça, c'est des êtres humains au bout de ça. Puis moi, je connais comme une de mes meilleures amies, elle s'appelle Gunyadio Horn. Puis je l'aime tellement. Puis c'est tellement une bonne personne. Puis elle, un de ses plus jeunes souvenirs, c'était durant la crise d'Oka en 1990. Et elle était là avec sa sœur, sa grande sœur. Et pendant qu'ils arrêtaient les Warriors, sa grande sœur, elle avait Gunyadio dans ses bras parce que Gunyadio avait juste 4 ans. Puis un soldat a pris sa grande sœur, puis en prenant sa grande sœur, je sais pas c'est quoi exactement le mot, mais un baïonnet. Ouais, mais c'est ça. Un baïonnet, genre, le baïonnet sur son fusil a transpercé les côtes de sa sœur, puis a raté son cœur. Oh mon Dieu. Une chance que ça l'a frappé la côte, puis la lame, elle a comme croché, puis elle a tout déchiré. En tout cas, un de ses plus jeunes souvenirs à cette fille-là, c'est des soldats qui poignardent sa sœur. C'est un soldat qui poignarde sa sœur. Puis sa sœur, elle, tu sais, elle allait apporter, elle allait genre sur les lignes où les soldats affrontaient les Warriors. Puis elle a OK, c'est l'heure du dîner, venez-vous-en. Puis en passant par là, elle entendait des soldats canadiens, souvent francophones, dire « On va te violer ». Comme quand on t'arrête, on va te violer, on va te tuer, on va tuer ta mère. Tu sais, c'est des choses qui se disent dans une situation de guerre. Tu sais, puis sur la rive sud, quand l'armée allait rentrer, il y a plusieurs personnes qui sont sorties en voiture, des personnes qui sont sorties de la réserve en voiture. La SQ les ont comme escortés, mais ils n'ont rien fait pour arrêter des gens de Châteauguay et de la Prairie, tout ça. Ils leur pitchaient des roches, puis ils ont tué quelqu'un. Personne ne dit ça. On parle toujours du caporal Lemay qui est mort, c'est une grande tragédie. Mais Joe Armstrong, un monsieur dans la 70aine dans le temps, a été frappé par une roche, puis il est mort par après. Puis pour plusieurs personnes dans cette communauté-là, ça leur a pris 30 ans pour apprendre à ne plus haïr leurs voisins, pour apprendre à se dire c'était une situation exceptionnelle, puis à faire des amis québécois. Puis Wanique Horn-Miller, puis Gunyadio Horn, mes amis, en ont fait plein d'amis québécois et québécoises. Et quand quelque chose comme ça arrive, quand un chroniqueur va dire comme « Ah, c'est des crises de bandits », qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça vient tout bouleverser le travail qu'ils ont fait pour se rapprocher, pour faire des compromis, pour reconnaître que les Québécois aussi ont des revendications au Canada, puis aussi, ils ont des droits humains, puis tout ça. Fait que ce qu'ils viennent faire, c'est de minimiser cette haine anti-Mohawk, puis puis ils rentrent dans des théories de complot où les Mohawks travaillent avec le fédéral puis les Anglais. Les Mohawks se considèrent pas Canadiens. Ils n'ont rien à voir avec le fédéral. Ils reconnaissent même pas. Regarde, l'hymne national canadien va jouer sur le haut-parleur. Ils vont pas se mettre debout. C'est un geste politique très difficile. Être Mohawk, le simple fait d'être Mohawk, c'est un geste politique des fois. Fait que pour moi, je vois ça, puis je veux juste que ma job soit de bâtir un pont ou de rebâtir un pont. Oui, rebâtir, parce que la crise d'Oka, ça a carrément créé une espèce de fossé là, qui est encore un peu présent, il peut arriver une petite affaire, puis le fossé se refait. Moi, j'avais lu récemment, ça m'avait quand même surpris, je n'étais pas au courant de ça, parce que le groupe Cashtin, à l'époque, c'était un méga succès. Là, Florent Volant. Ouais, qui est Inou, puis comment il s'appelle, Mackenzie, Claude Mackenzie, c'est ça? Oui.
Méga succès. Il avait vendu 100 000 albums, puis tout ça. Puis là, est arrivé la crise d'Oka. Eux autres, ils étaient aimés partout à travers le Québec. C'est extraordinaire. Tout le monde les voulait. Ça passait à la radio et tout ça. La crise d'Oka arrive. Après ça, interdit. Ça passe plus à aucune radio. Son persona non grata. Puis ils ont retourné dans les communautés faire leurs affaires. Puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça, c'est du racisme. Là. Je m'excuse, là, mais ça peut pas être plus ça que... Non. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut reconnaître ça. Florent Bolland, là, c'est un être humain exceptionnel. C'est un cœur qui a deux pattes. Là, oui. Puis c'est tellement un artiste talentueux. Puis c'est tellement une bonne personne. Un survivant des pensionnats. Du système de pensionnat, un homme qui la dignité, l'honnêteté, c'est Florent Bolland. Puis je l'ai rencontré à plusieurs reprises puis pour le travail. Puis à chaque fois que tu le rencontres, c'est comme tu pars avec des larmes dans les yeux. Pas nécessairement parce que c'est triste, mais parce que c'est tellement une bonne personne. Puis je suis content de partager la planète Terre avec cet autre être humain-là. Oui, quand il a gagné à la disque, son discours très noble, humble, parfait. C'est vraiment ce genre un homme très humble, un homme très honnête sur ses défauts, un homme très honnête sur son passé et un homme qui me donne de l'espoir. Je l'ai rencontré à la disque, je le connais pas du tout, puis il commence à me parler comme si on était des amis. Oui, ça, il te met à l'aise. Il te met à l'aise. Tout à fait. Hey, j'ai envie de terminer, là, on change de sujet complètement. C'était assez lourd. Non, mais gars, c'était parfait, c'était bien amené, puis c'était important d'en parler. Mais moi, j'ai fait des petites recherches sur toi, je me suis préparé quand même un peu. Je savais pas que tu avais couvert le CH, tu as couvert le Canadien juste une année. C'est ça? Si c'était pour le CH, ça aurait été juste 2 ou 3 mois. Mais t'es-tu un fan de hockey tout d'abord? Comme tout le monde. Okay, j'ai grandi fan de hockey du Canadien. Mon père, die hard. Mais toi, c'était pas un rêve là, de couvrir le Canadien nécessairement. Non, mais c'était une belle opportunité. Comment c'est arrivé, ça? Il y avait... il y avait dans le fond, quelqu'un, je pense, avait quitté la section des sports. Et... cette personne-là, sa job, c'est Dave Stubbs. Dave Stubbs avait quitté, puis on le remplaçait avec un nouveau journaliste à chaque année. Fait que Brenda Branswell avait fait 1 an, puis là, après, ils m'ont demandé, ils ont fait une offre à toute la salle de rédaction. Voulez-vous faire application pour ça? Puis je savais pas si j'allais le faire ou non, mais ma boss m'a dit, fais-le. Puis quand le boss t'a dit d'appliquer, c'est parce qu'ils ont toi en tête. Fait que j'ai fait application, j'ai couvert le Canadien. C'était le fun. C'est comment? C'est quand même... C'est quelque chose. Là. C'est la religion du Québec. C'est une des équipes les plus prestigieuses au monde, là, quand même. Oui, c'est comme... c'est une espèce de microclimat weird. Là. C'est très bizarre. Premièrement, c'est une équipe où il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis durant une conférence de presse ou à ce que tu écris, parce que toute interaction est comme surveillée par le club. Puis quand tu commences trop à t'éloigner de la ligne du club, soudainement, tes demandes médiatiques se font pas répondre. Soudainement, tu te lèves la main durant une conférence de presse. On passe à quelqu'un d'autre. Je pense que Michel Therrien voulait me tuer. C'est pour ça que t'as quitté à un moment donné ou t'étais comme bon? C'était... Non, mais j'allais de toute façon, à la fin de la saison, ça allait pas... Mais j'ai même pas comme... Il allait me garder en sport cet été-là, mais j'avais comme fait un burn-out. C'était vraiment... Non, mais c'était intense. C'était ça qui t'avait poussé un espèce de burn-out? C'était un de plusieurs facteurs, mais tu sais, c'est de... constamment te sentir surveillé, c'est de constamment te sentir comme rejeté. Tu sais, c'est genre, Michel Therrien va t'humilier en avant de tout le monde, puis c'est de pas voir nécessairement tes collègues te défendre comme... Tu sais, c'est des bons dudes, c'est vraiment des bons dudes, mais ça crée tellement un climat de peur qu'on voit quelque chose d'injuste puis on dit rien. Tu sais, comme... Des fois, genre, la manière qu'un des coachs ou un des... parlerait à une femme journaliste, c'est comme « what the fuck ». Écoute, puis personne ne dirait rien parce qu'on a toute peur. Fait que c'était de voir comme moi, le côté français-canadien ou le côté québécois de ma famille, québécois francophone, parce qu'on est tous québécois. Le côté québécois francophone de ma famille, c'est des batailleurs. C'est comme le doigt de l'honneur. Là, fait que ma mère comme mon père m'a appris l'empathie, puis mon père m'a appris l'amour de l'autre, puis des jokes, puis tout ça. Ma mère m'a appris comment me battre.
Puis ta mère qui t'a appris. Oh oui, ok oui. Les kicks, puis quand tu vois quelque chose d'injuste, pardon? Tu as fait du Muay Thai. Thai. J'en ai fait du Muay Thai. Puis mon frère en fait beaucoup. OK. Quand tu vois quelque chose d'injuste, il faut que tu te battes. Il faut tout le temps que tu te battes. Puis c'est comme... Ce côté-là de moi, j'avais beaucoup de misère avec le Canadien, tu sais, avec genre l'obéissance. Whatever you say. Ouais. Puis tu sais, même que comme... Même quand l'histoire est négative, même quand l'article est comme le centre du deuxième trio, il y a de la misère à scorer, tout ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu t'aides à créer un drame ou une histoire, ou t'aides à comme... C'est genre des publicités pour le Canadien. C'est pas du journalisme, souvent. Des fois, ça l'est. Mon ami Eric Engels, c'est un Christ de bon journaliste qui va vraiment aider à sortir des points nuancés. Mais j'ai réalisé que je connais pas très bien le hockey, ou au moins pas autant que ces dudes-là, ils le connaissent en esti, puis qu'il n'y a pas vraiment de place dans le club du Canadien pour du journalisme que, comme moi, je voulais avoir une entrevue avec Carey Price sur les Premières Nations, puis son identité, puis les joueurs de Première... Puis rien, nothing. Parce que le club, c'est trop lourd, c'est trop... J'avais demandé une question sur la journée où Jason Collins, le premier joueur de la NBA ouvertement homosexuel, il avait pris sa retraite. Comme par hasard, il y avait une conférence de presse avec Jeff Molson, mais c'était sur les affaires. Il fallait poser des questions sur la business. Mais je me dis, OK, j'ai une bonne époque. C'est plate, ça. Je veux pas écrire là-dessus. C'est fucking plate. Fait que j'ai demandé à Jeff Molson, OK, s'il y avait un joueur homosexuel dans le Canadien, qu'est-ce que tu ferais pour l'accueillir? Il y a eu une super de belle réponse. Vraiment, la meilleure réponse que tu peux avoir. Okay. Il ne savait pas que j'allais la poser la question, mais il a très bien répondu. Puis vraiment, comme chapeau à Jeff Molson pour ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il serait accueilli, que la famille des Canadiens, c'est une famille diverse et grande et accueillante, c'est beau. Mais pendant que j'avais même pas fini de poser la question, puis son gars de PR est sur le téléphone avec mon boss, en train de dire que non, ton gars, là, il est way out of line. Puis, fait que, non, moi, quelqu'un comme la maman à l'intérieur de moi, genre ma mère, son père, mon grand-père, whatever, accepte pas, genre, on vit pas très bien à l'intérieur des lignes. Là. On aime ça se battre, puis c'était pas pour moi. Puis, il y a quelque chose dans la Ligue nationale de hockey qui est très rétrograde, conservateur. Il n'y a pas d'homosexuels, bizarrement. Non, jamais. Les personnes racisées, il faut se taire. Ouais, c'est ça. Ils se font crier des injures, des insultes sur la glace à l'extérieur. Il y a souvent une blackface là, dans la foule là, qui se faisait. Puis on regarde, genre, tu retournes dans le passé, puis il y avait du monde en blackface avec une perruque, avec des dreads quand Georges Larac était là. Puis même chose un peu quand Piquet était là. Puis tu te dis comme, come on, dude, c'est humiliant. Mais c'est la culture du hockey un peu. C'est une culture blanche, puis c'est pas toujours une culture sensible. C'est Bobby Orr, la vedette, une des plus grandes figures canadiennes de sport, a endossé le président Trump. Je savais pas ça. C'était vraiment une grosse controverse, ça, mais ça me surprend pas. Bobby Orr a endossé Trump. Un joueur dans les Canadiens, je pense Ryan Poehling, c'est un grand gars MAGA. Puis il faut pas oublier que Don Cherry, est-ce que j'ai besoin à expliquer à des Français canadiens comment il est problématique, Don Cherry? Non seulement pour les Français canadiens. Il y a de la grosse masculinité toxique dans tout ça. Là, vraiment, c'est... Ouais. Le CH a des squelettes dans le placard, les amis. Oh oui. Ça. Mais oui, tu sais, il y a tout ça. Mais ton parrain, c'était Michel Goulet. On revient à ça. Il faut toujours revenir à ça. Il doit en avoir des histoires. Écoute, mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, moi, mon parrain, je l'ai vu dans des certaines réunions de famille, puis à Noël, puis tout ça. Puis, je veux dire, j'étais tout petit. Une vingtaine de fois dans ta vie. Mais moi, je le connais pas tant. Je sais pas, pas une vingtaine de fois, plus que ça, mais j'étais petit, tu sais. Fait que je veux dire, j'ai jamais eu de conversation d'homme à homme avec. Tu devrais l'avoir sur le podcast. Ouais, j'y ai pensé, c'est ça qui est le pire. Mais bref. Moi, j'ai été à des émissions de sport. J'étais, mettons, à l'émission de Dave Morissette. Là-dessus, il y avait Enrico Ciccone,
qui a joué pour les Blackhawks. Mon parrain a joué pour les Blackhawks. Il y avait Stephen Finn, je pense. En tout cas, des gens qui l'ont côtoyé. Puis là, il commence à me raconter des anecdotes de lui un peu sa brosse, qui veut se battre. Puis ça, je dis, OK, j'étais pas au courant de cet aspect-là. Mais je veux dire, c'est probablement chez tous les joueurs de hockey. Il y a cette affaire-là de virilité. Puis tu sais, c'est le seul sport où c'est permis de se battre. C'est vraiment weird là, quand tu y penses. Là. Puis je ne sais pas, regarde, te mettre dans un espace psychologique où tu vas aller te battre à main nue. Hey man, sur la glace, que c'est du ciment si tu tombes pas de casque. Oui, puis c'est moins hyper dangereux. L'affaire, c'est que c'est même comme la douleur physique. Genre, tout le monde, quand il parle genre de te battre à main nue, c'est le cerveau, ta main. Ouais, tu te casses ça. C'est une machine là, vraiment sensible, ta main. C'est pas fait pour de la violence. Fais ça sur un casque à cette heure. Un casque, la tête de quelqu'un, whatever. Mais bref, c'est pas toute la douleur qui rentre. C'est le fait d'être humilié devant ton équipe, devant l'autre équipe, devant les téléspectateurs, devant 20 000 personnes. C'est beaucoup de pression psychologique. Fait que, ils finissent tous mal, ces gars-là. Là. Des pilules, puis whatever. Les Bob Probert et Ty Domi et compagnie, là, ça a tout été difficile. Ça finit souvent mal. Derek Boogaard, qui est mort, il y avait un problème de consommation de painkillers, puis ça, c'est un monde. Fait que mais ça, c'est intéressant. On peut-tu avoir un journaliste qui va dig dans ces affaires-là? Je pense que c'était un peu ce que tu voulais, toi, les histoires un petit peu plus humaines. Mais ça passait prend pas. Du temps pour ça, c'est un monde, un boys club, un monde fermé. Il faut vraiment que tu fasses tes preuves avant de commencer à... mais j'avais parlé avec Dale Weiss, le joueur des Canadiens. On est comme devenus amis. Ah ouais, OK. J'avais parlé avec Dale Weiss parce qu'il y avait c'était un joueur de 4e ligne, 4e trio, 3e trio. Très bon joueur. Il a des bonnes mains, c'est un bon patineur. Mais un moment donné dans sa carrière, John, c'est qui le coach? L'ancien coach des Lightning, des Rangers. John Tortorella. Torts. Ouais. Johnny c'est tout un personnage. Ouais. Torts, il avait comme dit un moment donné, genre, si tu veux jouer, là, il va falloir que tu te battes. Ah ouais? Oui, c'est pas un batailleur. Il est pas physiquement... Il est tough. Il est fucking tough, le gars. Mais il est pas physiquement fait pour ça. C'est un gars qui patine rapidement et qui a des bonnes mains. Peut-être pas assez des bonnes mains pour être sur un premier trio dans la Ligue nationale. Mais j'avais fait probablement l'article dont je suis le plus fier. C'était un profil sur où il parle d'être échangé, mais où il parle de cette période de sa carrière où il fallait, pour être dans la Ligue nationale, il fallait qu'il se batte. Puis c'était pas un batailleur. Puis c'était genre cette dépression-là où tu te dis comme, OK, je vais sortir, je vais me battre, puis je vais me pogner contre un jambon qui sait vraiment se battre. Puis oui, tu sais, il a beau tenir un peu, tu sais, il a donné une bonne résistance au gars, mais il mange des coups sur la gueule. Puis il en donne. Puis c'est pas ce genre de personne-là. C'est pas supposé être ça non plus, là, tu sais. Non, fait que, en quelque part, tu sais, d'avoir à tout réinventer ton identité, d'avoir à gagner ta vie sur de la violence, c'est intéressant. Ça m'intéresse dans le sport. Pas, Chris, le petit débat sur le 3e défenseur, sur la, tu sais, c'est qui qui va être c'est qui va regarder le match dans les gradins ce soir? Est-ce que c'est, tu sais... je m'en souviens même plus des noms. Je regarde un peu le hockey dernièrement parce qu'ils ont vraiment une bonne jeune équipe. C'est le fun à voir, mais... Ouais, je te comprends. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça les histoires intéressantes, puis c'est ça qu'on devrait raconter. Puis on dirait qu'on leur permet pas, en fait, d'être des êtres humains. C'est ça que je remarque. Puis on dirait que ça passe pas parce que c'est comme été payé, full cher, produit, puis that's it. C'est mais pourquoi qu'il produit pas, tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle? C'est quoi ses ambitions, lui? Un moment donné, Carey Price avait, tu sais, il n'arrachait, puis tu dois te dire, il y a aussi un enfant qui vient juste de naître. Tout ça. Tu sais, c'est quoi, pas dormir quand t'as un enfant, puis d'avoir cette Tu sais, il y avait Jeff Petrie, que son fils, une soirée, son fils, il fallait qu'il aille à l'hôpital pour quelque chose. Il y avait une urgence. Tu sais, mais tu vas jouer quand même parce que si tu gagnes cette partie-là, tu as plus de chances d'être dans les séries. Mais ton fils, tu ne sais pas ce qui va arriver ou l'information qui t'est venue avant que tu t'embarques sur la glace est incomplète. Alors, il faut que tu mettes ça de côté. Tu sais, c'est vrai, c'est les êtres humains. Puis chaque erreur se multiplie ou se fait, dans le fond, amplifier par les médias. C'est difficile. Puis tu sais, quand des défenseurs, un bon match, c'est un match où on ne parle pas de toi. Ouais.
Un mauvais match? Oh, fuck. Ils vont le voir en esti. Tu vas le voir en esti sur les réseaux sociaux, sur la une, whatever. Tu vas voir ton erreur encore. Ouais. Ils disent qu'ils ne lisent pas. Non, moi, je ne lis pas les articles. Ils lisent tout. Ils lisent tout. Ils sont sensibles. Ben oui, c'est fucked up, ça, au Québec, le Canadien de Montréal. Parce que c'est ça, tu peux pas être un être humain au sein du Canadien parce que le Canadien, c'est comme plus grand que nature. Ça représente la fierté du peuple parce qu'on a même pas diversifié. Bon, on commence à diversifier un petit peu plus les sports avec l'Impact et tout ça. Mais en général, c'est pas mal ça, là. Notre fierté nationale, c'est ça. Puis t'es au service de ça. Commence pas à être un être humain là-dedans parce que moi, j'en ai besoin. Là. J'ai besoin d'être fier. Pendant longtemps, là, au Québec, c'était le pape. Peut-être le premier ministre québécois. Le pape, le Canadien. Yep. Puis des fois, c'était pas nécessairement dans cet ordre-là. C'était le Saint-Richard ou le Saint-Patrick. Fait que oui, t'es plus grand que nature, t'es pas un être humain. Ce qui rend ça encore plus weird quand tu les vois des années plus tard se présenter en politique comme Enrico Ciccone ou faire un endossement politique, puis tu te dis comme c'était ça que tu pensais. C'est un mononcle. C'est un mononcle. Yep. Fuck. Mais ouais, écoute, Chris, c'était vraiment le fun de rencontrer l'être humain que tu es, te découvrir un petit peu plus. Merci de l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Puis, mais merci de m'avoir accueilli, Guillaume. C'est super cool. Puis j'aime vraiment la chance. Je suis comme impressionné à quel point j'ai réussi à garder mon français intact. Ouais, c'était parfait, mon gars. C'était excellent. Tu n'as pas à rougir de ça. C'était très, très bon. Madame Terral, en 5e année, j'ai réussi. Voilà, le mot est dit. Allez encourager son projet de Rover. On va mettre ça dans les liens en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, faites vos recherches. Et les bonnes recherches. Merci, Chris. Merci, Guillaume.